Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire Avoir 30 ans en 2030, comment ce sera, les jeunes à la conquête de l'ESS. Je vais vous partager mon écran, comme ça vous aurez un support. J'espère que ça fonctionne pour tout le monde. Je veux bien que les intervenants me disent oui s'ils voient que ça fonctionne. Ça fonctionne, voilà, en plus comme ça on les met en action pour ce webinaire de fin de journée. Qui est enregistré, donc qui sera revisible par toutes et tous en replay dès qu'on aura le temps de le mettre en ligne dans les jours qui suivront le webinaire. Je m'appelle Marthe Corpet, je suis responsable des affaires publiques de SS France. Je pilote avec un autre salarié le projet de la République de l'ESS et c'est dans ce cadre qu'on a décidé de donner la parole aux jeunes pour parler des jeunes, ce qui est pas mal et ce qui n'arrive pas si souvent que ça dans l'économie sociale et solidaire. Donc, je suis ravie d'avoir avec moi ce soir quelques-uns et quelques-unes des acteurs qui font l'ESS au quotidien. Peut-être pour un peu les règles de ce webinaire, on va essayer de ne pas être trop absence de participation et justement essayer d'être un peu plus participatif, sachant que l'outil GoToWebinar n'est pas très pratique pour ça, parce que vous ne vous voyez pas, vous ne voyez que les intervenants. Je vais pouvoir quand même vous donner la parole pendant tout le long de ce webinaire. Il suffira de la demander en posant une question ou en me demandant de prendre la parole à travers une petite main qui se lève. Vous avez sur l'onglet à droite de votre écran pas mal de lignes avec notamment une ligne qui s'appelle questions et vous êtes totalement libre de poser toutes les questions que vous souhaitez et j'essaierai de relayer au maximum ces questions à l'ensemble des intervenants et des intervenantes. Et puis dans le chat, je vais vous montrer un exemple par les faits. Je vous envoie à tous un message. Maintenant, c'est bien d'être publié. J'ai fait un petit questionnaire sur la base d'un Google Doc pour essayer que pendant tout ce temps de webinaire, on récupère quelques-uns de vos témoignages et qu'on puisse à la fin de ce webinaire le présenter et regarder ensemble les résultats et qui touchent principalement à la question des jeunes et de l'ESS, mais aussi à des propositions que vous pourriez faire, puisque pour rentrer dans le vif du sujet, le principe des agoras de la République de l'ESS, c'est de réfléchir un petit peu le projet politique que l'ESS souhaite porter, les marqueurs qui font sens et qui font collectif dans l'économie sociale et solidaire et qui ne sont pas appuyés que sur des principes de fonctionnement ou sur une définition légale, qui sont bien plus profonds que ça. Et on essaye avec ces agoras, en décortiquant par thématique, par controverse, par question qu'on se pose, d'essayer justement d'aborder ces marqueurs et ces principes. Et c'est le cas en se disant que finalement, si on se donnait la parole aux jeunes et aussi en parlant des jeunes pour savoir qu'est-ce que eux pensent de l'ESS et comment ça a été un outil dans l'histoire, parce que c'est pas nouveau que l'économie sociale et solidaire est un outil des jeunes, comment ça a été un outil dans l'histoire, dans les dernières années, aujourd'hui très concrètement, pour en faire un vrai outil d'émancipation des jeunes. Et finalement, si les jeunes sont à la conquête de l'ESS, c'est pour porter quel projet politique? Donc, on va essayer de répondre à ces deux questions aujourd'hui avec tous nos intervenants qui vont donc se présenter. Puisqu'ils seront bien meilleurs que moi pour parler d'eux-mêmes. Donc, je vous propose chacun et chacune de votre tour de nous dire un peu qui vous êtes, où est-ce que vous travaillez, où est-ce que vous êtes engagé, et puis peut-être nous dire une anecdote qui vous parle quand vous parlez de l'ESS, comment vous l'avez connu, ou peut-être la première fois que vous avez réalisé ce que ça veut vraiment dire. Je n'ai pas particulièrement d'ordre, alors je prends dans l'ordre de mon écran, et c'est Pauline la première. Pauline, vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Merci une fois de plus pour l'invitation à cet échange qui promet d'être très intéressant, je pense. Donc, moi, c'est Pauline Rofast. Je suis secrétaire générale du CJDES, qui est le Centre des jeunes dirigeants et acteurs de l'économie sociale et solidaire, une structure qui regroupe des jeunes et des moins jeunes. On n'a pas de limite d'âge pour adhérer et qui permet d'échanger sur les expériences qu'on vit au quotidien en tant que dirigeants, bénévoles, salariés de structures de l'économie sociale et solidaire. Moi, personnellement, peut-être ce qui m'a fait en premier comprendre la plus-value de l'économie sociale et solidaire dans notre société, c'est quand j'ai appris un certain nombre d'éléments sur l'histoire du mutualisme en France et notamment des mutuelles étudiantes. Et quand j'ai appris que ces mutuelles-là, dirigées par leurs adhérents, donc des étudiants et étudiantes, avaient été des acteurs de transformation de la société, notamment en mettant à disposition dans les années 70 des bus pour permettre aux femmes d'aller avorter à l'étranger. Et ça m'a fait prendre
conscience de ce qu'une structure, une entreprise de l'économie sociale et solidaire est capable de faire pour transformer le monde qui l'entoure. Chouette. Alors, ça commence très fort. Merci beaucoup, Pauline. Peut-être à la suite, Claire? Oui, alors bonsoir tout le monde. Merci aussi Marthe de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être là ce soir. Donc je suis Claire Touré, je suis déléguée générale d'AnimaFac. AnimaFac, c'est un réseau d'associations étudiantes et jeunes on rassemble à peu près 4000 associations étudiantes sur tout le territoire. C'est un réseau qui est composé d'associations de taille et de thématiques très diverses, puisqu'on a aussi bien dans le réseau des associations de solidarité internationale, d'écologie, de citoyenneté, de culture, enfin bref, presque toutes les thématiques sont représentées et de tailles diverses, ça c'est important de le dire, puisqu'on a aussi bien des associations de campus composées de quelques bénévoles, caractérisées par un fort turnover, que des associations elles-mêmes nationales qui ont du coup une structuration spécifique et des enjeux qu'on connaît. Une anecdote, du coup, moi j'ai envie de vous parler d'un programme qu'on a lancé il y a 5 ans qui s'appelle Propulse à AnimaFac. C'est un programme qui vise à accompagner les jeunes qui cherchent à s'insérer dans l'économie sociale et solidaire, qui rêvent de trouver un boulot qui a du sens. Et donc à l'époque, on s'est dit, ok, alors il y a plein de jeunes qui veulent trouver du sens dans leur emploi. Et dans le même temps, il y a un secteur, l'ESS, qui est en plein renouvellement. Et du coup, les métiers vont changer. Il y a plein de changements qui sont en cours, mais c'est aussi un secteur avec beaucoup de métiers cachés. Et on s'est dit, nous, on a la capacité de mettre en lien des jeunes qui ont envie de bosser dans l'ESS et des experts de l'ESS, des acteurs de l'ESS. Et donc, on a créé ce programme et depuis 5 ans, on accompagne chaque année plusieurs dizaines de jeunes à trouver un job dans l'ESS et ça marche plutôt bien. Ils sont assez contents, donc ça crée un beau réseau. Chouette, merci Claire. Peut-être à la suite, Fabrice? Oui, bonjour à tout le monde. Voilà, c'est une grande première pour moi, cette expérience. Voilà, ça va être aussi un peu une inauguration pour moi. Donc moi, je suis installé comme producteur de lait en Loire-Atlantique depuis 2007. Après avoir été 6 ans comptable conseil en centre de gestion agricole. La particularité de l'exploitation, c'est qu'on adhère à une CUMA. Une CUMA, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. En fait, c'est une forme coopérative qui a été créée en 1945 dans le but de mutualiser l'investissement en matériel. En fait. Donc voilà, un des objectifs, entre autres, c'est de maîtriser nos charges de mécanisation sur nos exploitations. Donc voilà, après, sur ces CUMA découle toute une organisation avec des conseils d'administration qui sont élus en AG. Et j'ai la particularité d'être le président de ma CUMA locale depuis 5 ans maintenant. Donc voilà. Quand est-ce que moi je me suis rendu compte que j'étais dans l'ESS? Je pense au moment de mon installation en 2007. En fait, c'est plutôt dans l'échange avec les voisins, au contact à travers cette CUMA-là, en fait. Voilà, c'est des échanges qui ont permis de me forger des repères sur mon exploitation et de construire un peu mon système d'exploitation, en fait. Et en fait, c'est un peu, on peut appeler ça un peu un collectif apprenant, en fait. Donc voilà, parce que c'est vrai que nos échanges, ils tournent toujours un peu autour de l'organisation du travail. Mais après, au dehors de ça, on a toujours aussi des échanges sur sur nos rythmes de croisière sur nos exploitations au fil des saisons, en fait. Donc voilà, c'était très important pour moi, je trouve, à ce moment-là, de créer des repères, parce que c'est vrai que quand tu arrives sur une exploitation, c'est un peu compliqué de construire son système quand on n'a pas d'expérience, en fait. Donc voilà ce que j'avais un peu à dire. Chouette, je retiens bien le terme de collectif apprenant. Je trouve que c'est je pense, quelque chose qu'on va retrouver pas mal aujourd'hui dans ce débat. Donc, merci pour ce mot-clé qui est vraiment très intéressant. Et bien, la dernière, Lila. Eh ben, merci beaucoup déjà effectivement pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour échanger sur cette belle thématique, avoir 30 ans en 2030, les jeunes à la conquête de l'ESS. Donc moi je m'appelle Lila Lebas et je représente ce soir le groupe des organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse au CESE. Donc le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Et je suis d'autant plus ravie d'être là ce soir que le mandat se termine aujourd'hui. Donc c'est quand même une belle manière de le clôturer
discuter avec vous et d'échanger sur ces sujets. Donc peut-être en 2 mots, vous dire ce que c'est que ce groupe, puisque c'est un nom très long, qui n'est pas forcément très explicite. Mais donc ça regroupe des organisations étudiantes, la FAGE, l'UNEF, et des organisations de jeunes et de jeunesse, l'EMRJC, la JOC, les Scouts et Guides de France. En tout cas, ça représentait jusque-là, puisque vous l'avez compris, une nouvelle mandature va s'ouvrir, et qui sont donc au sein de cette institution, qui est la 3e chambre constitutionnelle de la République, qui est uniquement consultative, qui n'est pas décisionnelle, mais qui offre une vraie place et un vrai cadre aux jeunes qui se sont organisés au sein d'un groupe pour prendre des décisions et construire justement des positions collectives. Donc, je vais pas en faire trop long et j'aurai l'occasion d'en revenir, mais un petit peu pour expliquer le concept. Donc, la notion de collectif, je pense, va revenir beaucoup dans nos débats ce soir et aussi les enjeux démocratiques, je pense. Peut-être une anecdote ou en tout cas effectivement un moment qui m'a marqué dans la compréhension de ce que c'est l'économie et solidaire, c'est justement quand j'ai compris la richesse de cet écosystème. Puisque souvent, quand on parle de... On m'entend mal? Non? Oui, ça a Tout va coupé bien. un tout petit peu quand on parle d'économie sociale et solidaire, en tout cas, quand j'ai commencé à Alors, on a un petit souci de je crois que connexion, j'ai un Lila. petit décalage, mais Ouais. je sais pas si c'est mieux. C'est très décalé. Peut-être si tu peux te déconnecter, te reconnecter ou voir. Mais là, je crois que ça marche. Là, ça marche, Lila. Tu réagis en même temps que je te parle. Donc, je pense que c'est bon. Vas-y. D'accord. Ok. Excusez-moi, je suis, pour tout vous dire, dans une pièce, pas dans mon salon, puisque je suis pas tout près de la borne Wi-Fi, donc sinon je vais me rapprocher. Du coup, je disais juste que une anecdote, c'est quand j'ai compris justement l'écosystème de l'économie sociale et solidaire et sa richesse, puisque souvent, en tout cas quand j'ai commencé à m'intéresser à cette thématique, on a rapidement en tête des associations, mais quand j'ai commencé à m'insérer dans la vie professionnelle, dans une entreprise justement d'économie sociale et solidaire, j'ai pu comprendre la force de frappe et l'impact qu'avaient les structures de l'ESS dans un grand nombre de domaines économiques, social, démocratique, et donc sa capacité à agir sur un nombre de thématiques, l'ensemble des thématiques en fait de la société. Et on aura l'occasion d'y revenir, mais en tout cas moi c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et que j'ai appris au final au fur et à mesure de mes engagements personnels et professionnels, mais qui me marque encore particulièrement aujourd'hui. Une économie sociale et solidaire dont on parle trop peu, en tout cas pas suffisamment, mais qui pourtant a une place et peut prendre une place encore plus importante dans la société pour apporter des réponses à des besoins identifiés. Voilà, et j'y reviendrai sur des thématiques précises, mais c'est quand même cet écosystème et la prise de conscience de cet écosystème et de sa force qui m'a particulièrement marquée. Chouette, merci beaucoup. Je retiens beaucoup cette ESS qui n'est pas un secteur d'activité, mais qui est bien une forme d'économie qui impacte l'ensemble de la société et donc l'ensemble des secteurs. Je pense que et des thématiques aussi, ça je pense que c'est super important. Et puis aussi l'importance que vous relevez tous en fait, et toutes sur le terme du collectif, et qui je pense est une vraie particularité de l'économie sociale et solidaire. Juste avant qu'on commence, il y a une petite question pour toi, Claire, qui est posée en direct sur Propulse et qui voulait savoir si Propulse était essaimé partout en France. Donc, si tu peux répondre en quelques secondes, comme ça, après, on engage le fond du débat. Non, on aimerait bien que ce soit le cas, mais c'est pas le cas. Alors du coup, on a essayé de dématérialiser l'accompagnement et on a créé une plateforme numérique avec tous les outils. On a vraiment, outillé toute la première année d'expérimentation. Donc on a recensé tout ce qu'on avait pu faire, les ateliers, etc. On a mis tout en libre sur une plateforme et on aimerait bien réussir à essaimer, mais c'est compliqué en fait parce que ça demande un temps RH qui est assez conséquent et peu de structures sont prêtes ou peuvent se le permettre. Voilà, donc c'est compliqué. Ça reste un objectif, mais c'est pas encore tout à fait atteint. Merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on rentre dans une première séquence où on va essayer un peu
pas de défricher, mais aussi d'avoir un apprentissage un peu collectif, puisque je reprends le terme que vous avez utilisé toutes et tous, sur comment l'ESS a été, peut-être pas au cours de l'histoire, mais de manière assez pratico-pratique, et parfois aussi au cours de l'histoire, est un outil d'émancipation, parce qu'en fait, c'est ça qu'on pose aussi derrière la question des jeunes à la conquête de l'ESS, c'est à la conquête pourquoi? Pour s'émanciper. Donc, comment l'ESS est un vecteur, un vaisseau qui nous emmène vers cette émancipation. Et est-ce qu'on peut repartir aussi un peu peut-être d'exemples concrets de choses qui ont marqué, pas obligatoirement vous individuellement, mais vos organisations ou l'histoire ou les choses que vous en connaissez. Je voulais peut-être te redonner résultat la parole, Claire, sur en partant d'un endroit qui est assez défini, qui est peut-être les étudiants, l'université, qui est un peu ce lieu des possibles aussi, et qui est aussi le lieu où tout se fait, puisque premier moment où le jeune adulte rentre dans ses propres choix d'orientation, où il se construit, et finalement, il a certes les études où il est dans une phase d'apprentissage, mais on dit souvent que l'université, c'est le lieu de la construction des citoyens et de l'esprit critique. Quel rôle finalement l'ESS et la forme associative a permis pour essayer de structurer ces engagements-là et apporter finalement aussi une forme d'émancipation qu'on ne trouve pas toujours assis dans un banc d'amphithéâtre. Voilà ce sur quoi je voulais t'interroger. C'est pas une question extrêmement claire avec un point d'interrogation, mais c'est un peu sur cette thématique-là que je voulais un peu t'entendre peut-être au début. Tu me lances tout de suite sur des sujets palpitants. Oui, alors bon, c'est sûr que le premier constat qu'on peut faire, et je pense qu'autour de la table, on est un peu d'accord pour quand même plutôt bien connaître le monde universitaire, c'est que clairement, on a un système éducatif, peut-être qu'on peut reposer ça d'abord, on a un système éducatif qui est quand même très rigide, très linéaire, et qui, ça va un petit peu mieux, c'est vrai, mais qui quand même, franchement, laisse assez peu de place à l'expérimentation. C'est un constat qui est fait par plein d'organisations de jeunes, mais aussi par des chercheurs qui ont observé ça, qui laisse peu de place donc à l'expérimentation, qui laisse peu de place à l'erreur aussi, et du coup ça crée comment dire, un monde étudiant où on a le sentiment que être étudiant, c'est aller en cours, passer des examens, et que c'est suffisant, et que faire ça, ça va nous permettre certes d'avoir un diplôme, mais en plus d'acquérir toutes les compétences sociales dont on peut avoir besoin après. Évidemment, c'est faux. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et d'ailleurs, la crise sanitaire le montre très bien, je trouve. Hein, ce qui ressort là de la crise sanitaire, c'est l'absence de vie étudiante, l'absence de liens sociaux. Alors, en plus de la difficulté à passer des heures et des heures derrière un écran et à assimiler un savoir, mais toutes ces petites choses qui se créent entre les cours, autour d'un verre, autour d'un sandwich, à la bibliothèque, enfin voilà, tout ce qui se crée en dehors des cours a un peu disparu, et c'est un manque, et je pense que c'est un manque qu'on va payer un petit peu. Enfin voilà, il va falloir travailler ça de façon un peu précise une fois qu'on pourra recréer des liens sur les campus. Donc bref, je voulais juste dire ça pour rappeler que la vie étudiante et l'expérience étudiante en général, ça pouvait pas se résumer au fait d'aller en cours et de passer des examens, évidemment. Il y a un truc qui est formidable qui s'appelle l'engagement à côté d'ailleurs pas que à côté, qui permet beaucoup plus de choses que ça. L'ESS, quand même, rappelons ça, c'est quand même la volonté de s'organiser pour répondre à ses propres besoins. Enfin, c'est quand même ça aussi, l'économie sociale et solidaire. Et le fait associatif étudiant, alors je vais parler de ça parce que c'est celui que je connais le mieux, le fait associatif étudiant, c'est aussi ça, c'est des jeunes qui vont se rassembler autour d'un projet commun qu'ils ont envie de porter. Alors parfois, ça peut être, je sais pas moi, l'organisation d'un festival. Si tu voulais des exemples concrets, Marthe, on a des associations, nous, à AnimaFac, qui organisent plusieurs fois dans l'année des festivals de musique, et qui du coup se réunissent parce qu'ils ont une appétence pour la musique a priori, et qui se disent on va organiser ça et on va faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre, avec ce souci-là aussi de rendre accessible leur événement. Donc ça va être des festivals de musique, ça va être des jardins partagés. Il y a aussi une dimension écologique très forte dans l'engagement étudiant, dans le fait associatif étudiant. Ça va être des enjeux de mobilité internationale, ça va être un travail autour de l'emploi. Je peux vous prendre l'exemple de la cravate solidaire, par exemple, dont on parle beaucoup, qui est une association qui a fait le constat qu'il y avait, enfin, c'est des jeunes étudiants qui ont fait le constat sur leur campus qu'il y avait des inégalités extrêmement fortes dans l'accès à l'emploi, et qui se sont dit on peut essayer de répondre à ces inégalités en proposant un accompagnement RH, en proposant des tenues adaptées, d'où le nom cravate solidaire. Et voilà, au départ c'est un projet étudiant, et 7 ans plus tard c'est un projet qui a un impact très fort et qui
permet de répondre à des vrais besoins sociaux. Donc, je sais plus, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée en parlant, voilà, mais si je reprends la question que tu me posais sur comment est-ce que l'associativité, l'associationnisme sur les campus, ça peut être un outil d'émancipation. En fait, je trouve que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on donne à des jeunes à un moment, enfin les jeunes se donnent eux-mêmes à un moment la possibilité de porter un projet, de défendre une cause entre eux. Ça, c'est très important aussi, je trouve, parce que le pair à pair, c'est un peu la base. Donc, c'est entre eux, par les pairs, par le faire. Et c'est aussi ça la grande différence avec le cursus universitaire classique. C'est dans l'action qu'on réalise des projets, qu'on apprend des choses, qu'on développe des compétences. Et c'est aussi dans l'action, avec des pairs, qu'on s'émancipe, parce qu'on se rend compte que réussir, ça peut prendre tout un tas de facettes différentes. Réussir, c'est pas simplement obtenir une licence ou un master. On se rend compte aussi que échouer, c'est pas forcément grave, qu'il y a des lendemains et qu'on peut recommencer et reconstruire un nouveau projet, qu'il y a sans doute d'autres réponses qui peuvent être apportées parce que c'est la force de l'expérimentation. Quand on expérimente, on prend le risque d'échouer aussi et c'est pas grave. Et c'est d'autant moins grave que c'est collectif et ça se fait avec des pairs à un moment de construction qui est assez intense puisque voilà, c'est comme une période de la vie où on acquiert beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, on est dans une période de transition, on s'interroge beaucoup et donc en cela, l'engagement, surtout dans les espaces de jeunes dirigés par des jeunes, à ce moment-là de la vie, il est évidemment source d'émancipation et il est surtout source d'une infinité de possibilités qui rend les choses encore plus intéressantes. Merci beaucoup. Peut-être justement pour faire cette transition avec Lila, Lila, tu représentes par le groupe que vous êtes au sein du CESE et des organisations dirigées par des jeunes, mais aussi des organisations qui ont fait de leur priorité la jeunesse, donc qui ont ce point commun du rapport aux jeunes. Qu'est-ce que, en fait, déjà pourquoi avoir créé ça et comment ça a un impact, ça fait entendre les jeunes dans une institution qui paraît tellement éloignée du quotidien, je pense, de tous les participants à ce webinaire, enfin même de moi, de peut-être quelques-uns des intervenants. Comment est-ce que vous arrivez à ramener aussi cette réalité des jeunes au sein de cette institution et finalement, pourquoi est-ce que avoir ces organisations et ces espaces d'expression et d'organisation, ça permet de porter des projets émancipateurs? Est-ce que déjà ça permet de le faire? Est-ce que vous êtes entendu? Merci beaucoup pour cette large question qui permet d'aborder quand même effectivement un sujet. Il y a deux mots-clés, je pense, mais qui sont fondamentaux pour comprendre un peu l'action de nos organisations et l'impact de l'ESS que ça a dans nos activités au quotidien. C'est que l'ESS, ça permet d'avoir un espace d'organisation pour les jeunes, puisque on l'a dit et je citais un tout petit peu dans l'anecdote, mais c'est tout un écosystème qui permet à des jeunes de s'organiser en association, en coopérative, dans des mutuelles en tout cas, et ça permet de s'organiser, de se faire entendre et notamment par les pairs, comme le disait très bien Claire, de porter des sujets pour les jeunes, par les jeunes, et ça je pense que c'est important et c'est ce que font une partie des organisations que je représente aujourd'hui et qui sont au CESE. Et ce cadre permet justement un cadre donc d'émancipation et d'organisation qui est essentiel. Et donc nous au CESE, donc ça fait maintenant 10 ans qu'un groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse existent au CESE, donc c'est en fait assez récent. Et c'est des organisations qui ont fait le choix justement de se regrouper pour porter dans une institution très très vaste, souvent méconnue, la position évidemment des jeunes, et j'y reviendrai puisqu'il y a des choses récentes justement en termes d'exemples concrets qui permettent de concrétiser un peu ce qu'on fait et ce qu'on dit, et donc de porter la parole des jeunes sur ces sujets, mais aussi sur tout un tas de sujets de société, puisque ce que porte le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, c'est évidemment que les jeunes doivent être entendus et ont un avis sur ce qui les touche et ce qui les concerne, mais aussi sur demain, et c'est un peu le thème aussi de notre table ronde, mais sur comment on construit la société de demain sur tout un tas d'enjeux, les enjeux climatiques, les enjeux économiques, les enjeux sociaux. Et c'est ce que s'efforce de faire les membres du groupe au sein de ce conseil. Donc, on est dans ça de différentes sections de travail sur des thématiques diverses pour pouvoir apporter la vision des jeunes sur ces thématiques.
Et je pense que ça, c'est vraiment le fruit d'une histoire, c'est le fruit d'organisations qui justement se sont structurées dans différents modèles. Pour le coup, c'est beaucoup le modèle associatif dont on parle, pour porter la parole des jeunes et construire une vision politique de la société. Et c'est vraiment ce que permet l'ESS. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête aussi quand on est jeune, que c'est vraiment un outil pour pouvoir faire des choses, faire entendre des projets et conceptualiser aussi des propositions. Et un exemple concret et tout récent, ces organisations-là portent depuis longtemps l'enjeu de prendre en compte et de reconnaître la majorité légale à 18 ans comme une majorité sociale, et donc d'ouvrir notamment les droits sociaux à partir de 18 ans, donc d'ouvrir notamment les minima sociaux, le RSA, aux jeunes dès 18 ans. Pendant longtemps, c'est des positions qui ont été compliquées à porter, avec tout un tas d'argumentaires pour dire que les jeunes ne seraient pas assez responsables pour avoir accès à une aide sociale, et que au final, ce serait une sorte d'assistanat qu'on leur apporterait à leurs 18 ans. Et dans le travail du groupe, dans cette institution, encore une fois, qui est une institution importante de la République et qui porte des positions qui sont ensuite données au pouvoir public, à l'Assemblée, à l'exécutif, au gouvernement, face à la crise sanitaire qui touche particulièrement les jeunes aujourd'hui et qui sont particulièrement impactés socialement par cette crise, puisque je ne vais pas revenir ici sur toute l'analyse, mais effectivement, c'est la fin des petits boulots, c'est une précarité qui s'installe durablement. Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse a porté au sein du CESE l'enjeu justement d'ouvrir le RSA aux moins de 25 ans et a permis, de par son travail justement de co-construction collective, de conviction, que l'ensemble de l'institution porte cette proposition auprès des pouvoirs publics en réponse à la crise sanitaire qu'on traverse aujourd'hui. Donc c'est un des exemples, mais c'est ce groupe et le fait que des organisations de jeunes aient une place auprès des instances publiques et des institutions, ça permet véritablement de faire entendre des problématiques spécifiques, mais plus largement de faire entendre des propositions que portent les jeunes dans la société. Et ça, je pense que c'est important aussi quand on parle de construire le monde de demain, c'est à la mode aujourd'hui, construire le monde d'après, c'est comment on intègre les jeunes dans cette réflexion, et ça évidemment en leur laissant une place dans les politiques publiques et dans les instances qui les construisent, et le CESE en est un exemple. Mais c'est également évidemment aussi dans les régions, dans les territoires, dans toutes les instances qui peuvent exister. Et donc voilà un peu rapidement un exemple concret. Eh ben, ça fait une excellente transition, puisqu'on va redescendre justement dans les territoires. Sur aussi de manière très concrète, là on a parlé des droits qu'on peut obtenir, de l'engagement qui peut se traduire dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire, c'est aussi se mettre ensemble dans des cadres de production, se permettre de donner accès à ce droit au travail, à la production. Les CUMA, là-dessus, on joue un énorme rôle dans les territoires, sur l'agriculture de groupe, sur la capacité des jeunes aussi à pouvoir développer leurs propres exploitations en se mettant en commun, en faisant commun et en se regroupant. Peut-être Fabrice, de nous raconter un petit peu justement comment ça se passe, comment les CUMA sont aussi cet outil d'émancipation. Est-ce qu'elles le sont? Est-ce que les jeunes arrivent vraiment à s'en saisir? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on continue à faire évoluer ce travail? C'est vrai quand on parle de l'agriculture, un des principaux problèmes de l'agriculture, c'est quand même, faut pas le cacher, c'est quand même l'isolement. Hein. Quand on s'installe tout seul, on est facile à s'isoler sur son exploitation. Et en fait, d'adhérer à une CUMA, c'est aussi accepter de passer du temps, en fait. D'accepter de passer du temps pour prendre les responsabilités, d'accepter de passer du temps pour avoir des réflexions en commun. Et c'est un vrai lien social, en fait, pour les gens. Donc, c'est vrai qu'avoir une réflexion collective, pour prendre des décisions, c'est quelque chose où il faut apprendre à passer du temps. J'arrête pas de cafouiller, je suis désolé. J'ai pas l'habitude, je pense. Pas de problème. Bon, un des proverbes chez nous, c'est… Pardon? C'est très clair, au contraire. Ah bon, d'accord, j'ai l'impression. Un des proverbes un peu dans les climats, c'est ensemble on va plus loin, mais on va moins vite. Donc effectivement, ce qui est un peu frustrant des fois pour les jeunes, parce que les jeunes ils sont un peu comme ça, ils ont envie souvent que ça aille vite et tout de suite en fait. Et ce qui est un peu frustrant dans nos groupes pour eux, j'ai l'impression, c'est que effectivement quand on est en groupe, on n'est pas tous prêts en même temps, donc il faut du temps à prendre des décisions. Donc ça c'est un peu frustrant, mais en même temps,
je trouve qu'ils ont tellement à gagner autrement, collectivement, que si on tire les bénéfices et les bénéfices de tout ça, ils ont quand même tout intérêt à y venir, quoi. Les CUMA, c'est clairement le prolongement de nos exploitations, en fait, quoi. Donc, accepter de passer du temps, en fait, nous, c'est notre temps de travail, ce qu'on fait à la CUMA, quoi. Voilà, moi, j'ai un peu un exemple concret sur le terrain par rapport aux jeunes, parce que c'est vrai que les jeunes, en fait, déjà, on a un problème de renouvellement de génération, quand même, en agriculture, faut quand même le signaler. Avant, c'était beaucoup des reprises qui se faisaient en familial, qu'on appelait ça. Aujourd'hui, on a de plus en plus de monde qui vient s'installer, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, en fait. Chez nous, sur le secteur, en fait, on a les gens qui ont créé la CUMA de la génération d'avant. Je sais pas si c'est un hasard. Ils ont gardé, en fait, des exploitations de taille, ce qu'on peut appeler assez modeste, en fait. Et ils se sont tous appuyés sur la CUMA, qui est cet outil collectif. Ils n'ont pas investi en propre. Et le résultat de tout ça, en fait, c'est qu'ils ont réussi en une petite dizaine d'années à tous transmettre leur exploitation à des jeunes. Et des jeunes qui sont pas issus du milieu agricole et qui viennent pas de notre région, en fait. Et c'est vrai que pour ces jeunes, même si la CUMA, ça a été un véritable appui, et c'est pas un hasard, en fait, qu'ils sont arrivés là, quoi. Donc c'est quand même, voilà, on sert quand même d'appui à ça, même si on a du mal, nous, dans nos campagnes, à parler que les CUMA, elles sont là pour installer les jeunes. Mais c'est quand même un vrai appui pour eux quand ils arrivent sur un territoire, quoi. Déjà pour se faire connaître du monde agricole, parce que le monde agricole, quelque part, il est un peu particulier, il a un peu ses codes. Et puis quand on arrive de l'extérieur, c'est le seul lieu qu'on a où on arrive à se rassembler ensemble et à discuter de plein de choses, en fait. Donc pour nous, c'est vraiment le lien social qu'on retrouve dans ce lieu-là qui est important. Et petite question, Fabrice, non, c'est extrêmement clair, mais petite question, c'est vrai que moi, pour être une enfant adoptive de la Lozère, dans le 48, où il y a des petites exploitations, il y a pas mal de CUMA, en fait, parce que le matériel est très cher dans l'agriculture, et quand on n'a pas des exploitations qui sont immenses pour avoir des rendements immenses, en fait, le prix du matériel devient énorme dans le coût de l'exploitation. Est-ce que les CUMA, elles permettent un peu justement aussi cette sorte de démocratisation de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'hériter du matériel de ses parents pour pouvoir se lancer, et ça, est-ce que c'est pas aussi une façon d'aider les jeunes à s'installer, ou est-ce que c'est un regard un peu naïf que je porte? Non, je pense que c'est un vrai regard, parce que effectivement, un des problèmes des reprises d'exploitation, en fait, c'est quand même, faut le dire, c'est aussi le montant des reprises d'exploitation. Et effectivement, entre autres, quand le matériel est à la CUMA, les jeunes, quand ils arrivent sur l'exploitation, le montant de reprise, il est forcément d'autant moins important, quoi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, c'est vraiment un soutien, quoi. C'est un peu pour prendre un exemple, c'est comme si il y avait dans un village des dizaines de voisins, et au lieu d'acheter chacun sa tondeuse, en fait, on achète une tondeuse en commun. Et après, comment on se la partage, comment on l'organise, comment on la paye, est-ce qu'on la paye à la surface, est-ce qu'on la paye à une part partagée. En fait, notre organisation étant vraiment comme sur cet exemple-là, quoi. Et ça aide vraiment les jeunes. On imagine un jeune qui arrive et qui construit sa maison ou qui construit son exploitation. Et ben, faut aussi qu'il achète tout ce matériel-là. Donc, effectivement, quand il y a le soutien d'une structure qui est déjà en place et qui lui permet tout de suite d'utiliser du matériel en l'état quelque part, performant même, à un coût raisonnable, donc forcément, c'est un sacré appui. Ouais. Avec en plus un système démocratique d'une personne, une voix, c'est-à-dire que c'est pas celui qui achète le plus gros bout de la tondeuse qui a le droit de l'utiliser le plus, mais que la décision se fait aussi plus démocratique. Alors, ouais, on a un peu la particularité comme ça de garder un homme une voix, ouais. Ou pardon, une femme une voix aussi, c'est pareil, parce que chez nous aussi, ouais. Il y a de plus en plus de femmes aussi dans le agricole, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une des grosses particularités. Souvent, c'est les réflexions qu'on nous fait quand il y a des jeunes qui arrivent et qui veulent s'installer sur des petites structures, qu'on va tendance à dire oui, comment ça va se passer si, par exemple, au planning, certains annoncent des surfaces importantes, est-ce qu'ils vont pas être prioritaires sur nous? Donc, après, ça dépend. Je pense que ça dépend des structures et des CUMA et des volontés, mais je sais que chez nous, en fait, on a des jauges limites un peu où on passe pas plus de temps par exploitation. Ça veut dire que les grosses structures qui ont beaucoup de surface, on va pas tout faire le boulot en même temps chez eux. Donc, ça tourne aussi sur les petites et ça permet à tout le monde de rentrer dans un roulement et à tout le monde de s'y retrouver.
C'est quand même super intéressant dans à la fois la place, les enjeux démocratiques que pose le modèle coopératif et pourquoi est-ce que il s'agit pas que d'un système mécanique de statut, il s'agit vraiment d'un principe sur la façon de produire qui a des effets en fait en direct. Ça, je trouve ça vraiment passionnant. On va enchaîner résultat avec la dernière intervention qui va nous permettre aussi de basculer un peu dans le monde des salariés de l'économie sociale et solidaire et des dirigeants de l'économie sociale et solidaire. Le CJ2S, il rassemble un certain nombre de salariés, de dirigeants qui ont comme point commun d'être dans l'ESS, c'est ce que vous a expliqué Pauline tout à l'heure. Est-ce que finalement, est-ce que ça a un intérêt en fait de rassembler ces jeunes qui sont dans l'ESS? Est-ce qu'ils ont quelque chose de plus à dire que le reste? Est-ce que le CJ2S a pu, alors j'ai un peu d'idée de la réponse évidemment, mais est-ce qu'elle a pu, est-ce que cette organisation, c'est aussi peut-être un espace où les gens peuvent porter des projets qu'ils n'oseraient peut-être pas porter dans leur cadre professionnel et qui peuvent être intéressants? Alors, il y a une question qui nous est posée dans le chat sur la contribution alors c'est pas dans le chat, c'est dans les questions, sur la contribution du CJ2S au monde de demain dans le cadre du Haut Commissariat à l'ESS à l'époque. Je propose que ça, tu gardes ça peut-être pour la seconde partie, Pauline, mais que tu reviennes peut-être sur, c'est pas que maintenant que le CJ2S parle du monde de demain. Je crois qu'en fait, le CJ2S avait quand même quelques temps d'avance sur certains sujets. Donc voilà, en faisant un peu de teasing, je te passe la parole. Merci beaucoup, Marthe. Alors, à l'origine, la pertinence de la création du CJ2S réside dans le sentiment que les jeunes, et moins jeunes encore une fois, mais que les jeunes engagés dans les structures de l'ESS avaient besoin d'un espace qui leur soit propre pour pouvoir, en dehors de leur cadre professionnel, échanger, se rencontrer, se mettre en réseau, challenger l'ESS aussi en discutant, en débattant entre eux, promouvoir l'économie sociale et solidaire. Et un peu comme ce sur quoi tu as fait du teasing, Marthe, effectivement, un certain nombre de personnes engagées au sein du CJ2S au cours de l'histoire de cette structure qui a été créée en 1985 ont été à l'initiative de projets qui ont permis d'avoir des avancées sociales importantes. Alors, est-ce que c'est plus facile quand on parle au nom du CJ2S que quand on est présent que quand on se situe simplement dans le cadre de sa structure? Je pense qu'effectivement, ça peut permettre d'avoir un peu plus de liberté de parole parfois. C'est la force du collectif, encore une fois, qui nous soutient quand on porte des positions au nom du CJ2S qui ont vocation parfois un petit peu à secouer l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est là toute la pertinence d'un tel cadre. Par ailleurs, les dirigeants de l'économie sociale, enfin les responsables du CJ2S ont aussi des mandats dans un certain nombre de structures d'instances représentatives de l'économie sociale et solidaire, notamment le CSESS. Excusez-moi, il y a mon ordinateur qui s'agite un petit peu. Et donc, au cours de l'histoire du CJ2S, il y a eu un certain nombre de projets et d'initiatives importantes qui ont été portés. Je pense notamment à la question du bilan sociétal, qui a été un outil à l'initiative de quelques membres du CJ2S pensé au début des années 2000 et qui est un outil participatif qui a permis d'évaluer et d'améliorer les pratiques des entreprises en allant au-delà des données financières, en prenant en compte véritablement l'impact social, l'impact environnemental, et tout ça, ça a permis de porter, soutenir une autre vision de l'entreprise, une vision de l'entreprise qui ne se limite pas purement à ses performances financières. À cette époque-là, la réflexion sur tous ces enjeux-là, elle était naissante dans les entreprises capitalistiques, les entreprises un peu plus classiques. On parlait à peine du bilan social dans un certain nombre d'entreprises. Les questions environnementales, c'était pas du tout un sujet de contraintes, par exemple, pour les entreprises au niveau international. Et donc, des jeunes de l'économie sociale et solidaire se sont nourris aussi de tout ce contexte-là, de ces réflexions naissantes pour apporter leur pierre à l'édifice. Un autre sujet intéressant, c'est la question du guide des bonnes pratiques dans l'ESS, un outil qui
concrètement permet de faire progresser l'économie sociale et solidaire sur de nombreux aspects. Et en fait, pareil, c'est dans le tournant des années 2000, on a eu tout un cycle de réflexion dans le cadre du CJDES sur un certain nombre de thématiques, sur la gouvernance dans l'économie sociale et solidaire, sur d'autres choses. Et c'est un ancien président du CJDES qui a été rapporteur du premier travail fait sur le guide des bonnes pratiques au sein du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Par la suite, ce guide-là a été formalisé dans le cadre de la loi ESS et désormais, il devient petit à petit un indispensable dans toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et donc, concrètement, des jeunes qui se sont organisés dans une structure ont permis de faire avancer l'économie sociale et solidaire. Et je finirai par un dernier exemple qui est celui des monnaies locales, puisque ce sont des membres du CJDES qui ont participé à la première expérimentation de monnaie locale en France à travers le mouvement Le Sol. Et donc, ça me paraît aussi être un exemple intéressant. Et bien évidemment, même si j'y reviendrai en deuxième partie du débat, aujourd'hui, le CJDES essaye de poursuivre ces réflexions-là, de continuer à transformer, à challenger l'économie sociale et solidaire et à transformer de manière plus générale le monde qui nous entoure. Et c'était notamment le cas grâce au club Le Monde de Demain, dont je pense... le message, la question faisait référence à ce club organisé par le CJDES et j'y reviendrai un peu après. Je pense que tu vas déclencher des vocations, Pauline, puisqu'on nous demande dans le chat qui peut adhérer au CJDES. Est-ce qu'il y a des critères d'âge? Est-ce qu'il y a des critères géographiques? Alors, j'espère qu'il va y avoir une grande vague après d'adhésion au CJDES, mais peut-être tu peux répondre à ça avant. Alors, on n'a pas de critères d'âge. En fait, notre public cible demeure les jeunes de fait, mais l'adhésion est accessible à toutes et à tous. On n'a pas de critères géographiques. D'ailleurs, cette pandémie nous a un petit peu secoué par rapport à nos pratiques aussi, et notamment désormais on utilise beaucoup plus les outils numériques pour faire de nos activités, notamment de débat et de discussion, des activités accessibles sur de fait l'intégralité du territoire. Là où avant on était quand même assez restreint, mais pas exclusif à la région parisienne. Et désormais, je pense qu'on change un certain nombre de pratiques, même si les activités du CJDES où on se retrouve tous ensemble et on boit des verres, on discute de notre profession, de notre domaine d'activité, ça nous manque aussi. Mais néanmoins, beaucoup d'activités sont accessibles à toutes et tous. Merci beaucoup. Alors, je fais une toute petite pause dans nos débats pour vous redire que on a lancé au début de ce webinaire aussi un questionnaire en ligne. Alors, j'ai pas beaucoup d'outils ultra performants qui permettraient de montrer en live, de vous poser des questions et de les remettre. J'en suis désolée. Par contre, j'ai pris un bon vieux. Alors, j'ai pas pris un Framaform, mais un Google Form. Vous m'en pardonnerez. Vous me pardonnerez, mais un Google Form qui permet que pendant tout ce temps d'Agora, on ait aussi un peu de remontée de ce que vous pensez, puis de vos histoires à vous aussi, autour d'anecdotes, autour de quelles propositions vous souhaiteriez porter, comment vous pensez que l'ESS peut être aussi un espace qui progresse en termes d'implication des jeunes, parce que là, on a peut-être parfois un peu la contre-histoire aussi. Il y a plein de jeunes autour de la table, mais c'est pas vraiment le cas non plus de l'ensemble par exemple, des espaces de gouvernance des grandes entreprises de l'ESS. Donc, ça, c'est évidemment des choses qu'il faut qu'on aborde et sur lesquelles on a des choses à dire et qu'on essaie de faire progresser, mais peut-être vous avez des idées. Et donc, on a fait ce petit questionnaire. Je vous le remets dans le chat parce que je ne suis pas très technicienne de GoToWebinar, donc je ne sais pas si les nouveaux qui sont arrivés ont accès à l'historique du chat. Donc, au cas où, par pure conscience, je vous le remets, comme ça, il est renvoyé. Il faut que vous copiez-collez le lien et que vous le mettiez dans votre lecteur Google, quoi, voilà, ou Ecosia, ou je sais pas ce que vous avez. Il y a tout à fait la possibilité. Oui, je parais un peu folle quand je parle, mais c'est pas grave. Je vois que ça fait rire mes intervenants, c'est très bien. Un peu de joie ce soir avant les annonces de notre cher président de la République à 20h. Donc profitons encore des petits moments de pseudo-liberté.
Voilà, ça c'est dit. Alors, on a évidemment un peu de temps pour se poser des questions. Alors, il y en a quelques-unes dans le chat, mais je crois que j'ai quand même globalement répondu au fur et à mesure, ou alors j'ai fait du teasing pour la suite. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui souhaitent justement poser une question. Vous avez la possibilité à côté de votre nom de lever la main en fait et de demander la parole, et j'ai la possibilité de vous la donner. On est une quarantaine sur ce webinaire, donc voilà, on peut échanger. Et juste avant que vous leviez la main, je vous propose de, vas-y Claire, si tu voulais intervenir. Oui, je voulais dire un truc par rapport à ce qu'on vient de dire et par rapport à la remarque de Lucie. Je pense qu'il faut juste pas qu'on se méprenne. C'est pas parce qu'on porte toutes et tous la place des jeunes dans des organisations de jeunes et qu'on trouve que c'est essentiel que les jeunes puissent avoir des espaces pour expérimenter, discuter, prendre des responsabilités. Enfin voilà, tout ce dont on vient de parler les uns et les autres, qu'on ne défend pas, en tout cas que je ne défends pas, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde, le fait qu'il y ait des jeunes dans toutes les instances, partout, hein, c'est pas, faut pas que ce soit exclusif. En fait, il faut voir nos espaces comme des espaces aussi d'expérimentation, de formation, où la parole est plus libre, où forcément les gens sont plus à l'aise, mais il faut pas que ça s'arrête là. Enfin, je trouve que c'est essentiel de rappeler que les jeunes ont leur place partout et pas seulement entre jeunes. Et sur tous les sujets. Et sur tous les sujets. Absolument, absolument. Alors pour l'instant, j'ai pas beaucoup de questions, donc je vous propose on va avancer, puis peut-être que le débat, je vais quand même vérifier. Non, tout va bien. Donc peut-être que le débat est assez clair aujourd'hui et que pour l'instant les questions n'émergent pas. Allez vraiment sur mon petit Google Doc pour qu'on puisse en discuter à la fin de cette agora. Ça nous donnera aussi un peu un aller-retour. C'est toujours difficile d'animer des webinaires avec une impression qu'on est tout seul face à notre écran et qu'il n'y a personne autour. Donc voilà, on va essayer de créer un peu des nouvelles choses, ou pas des nouvelles choses, mais en tout cas des espaces collectifs. Alors, Basile, il y a une question qui vient d'émerger. Alors, que pensez-vous de la création des entreprises que pensez-vous de la création dans les entreprises de conseils de jeunes salariés? La Massif l'a expérimenté. Ne peut-on demander une généralisation de ce type d'initiative? Qui veut répondre? Allez, là, je te vois rire. Alors, cadeau. Cadeau. Je peux évidemment répondre avec plein de casquettes différentes à cette question, mais je vais garder celle que j'ai ce soir en tant que présidente du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse au CESE. Je pense qu'effectivement, c'est important que des cadres se créent au sein des entreprises de l'ESS, évidemment, pour permettre à des jeunes d'avoir accès à des cadres d'échange, de décision, de discussion pour comprendre les enjeux de l'entreprise et pour permettre tout simplement aussi de participer aux discussions stratégiques et techniques et au choix de cette entreprise. Je pense qu'il faudrait que c'est une première étape qui est essentielle et qui est vraiment importante. Et je pense qu'on peut aussi ambitionner dans une entreprise de l'ESS d'aller encore plus loin et d'intégrer aussi et de faire un travail, mais c'est ce que fait la Massif, par exemple, au hasard, ou d'autres structures, mais c'est vraiment de réfléchir à comment on intègre les jeunes au sein des instances de gouvernance en propre, au sein des conseils d'administration, au sein des instances de gouvernance dans les régions. Je pense que il y a ces cadres-là spécifiques aux jeunes pour leur permettre d'avoir accès à des informations, de porter leur position, d'avoir leur mot à dire sur la stratégie d'une entreprise, ils sont essentiels, mais qu'il faut aussi ne pas que ces cadres-là ne servent pas d'excuses pour ne pas intégrer davantage les jeunes dans la gouvernance et dans les instances véritablement décisionnelles. Voilà. Donc je pense que c'est une première étape fondamentale et essentielle, mais qu'il faut pas que ça nous cache les yeux sur d'autres enjeux. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais et c'est ce que Claire l'a dit un petit peu. Je pense que quand on parle du monde de demain et quand on essaie de se projeter en 2030, s'il y a un vœu qu'on peut faire, et en tout cas ce qu'essaient de construire les jeunes aujourd'hui, c'est effectivement de prendre la place dans ces instances de décision, dans ces instances de gouvernance, pour pouvoir porter leur vision et leur position dans différentes structures. Et donc ça, je pense que c'est aussi une des responsabilités des structures de l'ESS, de réfléchir à des cadres pour pouvoir intégrer les jeunes, et les conseils de jeunesse en sont une idée, une solution évidemment particulièrement intéressante et pertinente.
Merci beaucoup. Peut-être tu as fait beaucoup d'implicites, Lila, mais donc Lila, à titre professionnel, est salariée de la Massif. Je le dis pour pas qu'il y ait la moitié des personnes qui comprennent et pas l'autre. Voilà, comme ça, on est tous au même niveau d'information, mais c'est pas à ce titre-là qu'elle intervient ce soir. Donc, c'est pour ça que je remettais les choses dans les cadres. Je vous propose, résultat, qu'on passe justement, parce qu'en fait, on est en train de faire cette transition sur résultat, qu'est-ce qu'on peut porter dans l'économie sociale et solidaire, qui était un peu le dessous de notre titre de cette agora, c'est-à-dire avoir 30 ans en 2030, ça ressemblera à quoi? Les jeunes à la conquête de l'ESS. Donc, comment est-ce qu'on oula, j'y arriverai pas. Comment est-ce qu'on rentre? On va à la conquête, voilà, de l'économie sociale et solidaire, c'est très bien. Non, mais c'est le soir. On va y arriver. Déjà parce que je pense, et c'est peut-être un peu à titre personnel, pour engager la discussion sur une base qui m'est chère, c'est que je pense que l'ESS est un outil, mais qu'elle est aussi un espace de travail qui n'est pas toujours un espace très influent, c'est ce qu'on a vu, et que par contre, c'est un espace qui va bien au-delà d'être simplement un outil d'organisation. C'est un espace qui porte un projet de société, et que dans ce projet-là, on a les jeunes ont toute leur place pour porter un certain nombre de choses, de nouveaux droits, de l'émancipation, de l'innovation, des choses qui n'existent, qui ne sont pas pensées aujourd'hui, et que si on ne laisse pas de la place à l'expérimentation, on va faire vous savez, on a toujours l'impression dans la période qu'on est un peu dans un jour sans fin. En fait, ça devient ça, quoi, la société. C'est le jour de la marmotte tous les jours, et tous les jours, c'est un jour sans fin. Et donc, je trouve que c'est quand même assez important qu'on voit aussi l'ESS comme étant un espace où on mène des batailles, où on porte un certain nombre de projets, où on porte une vision de la société. Mais en fait, quelle vision de la société? C'est un peu sur ça que j'aimerais bien vous entendre. Qu'est-ce qu'on veut porter là-dedans? Et vous, à vos différentes échelles, on va pas dire quel combat, ce serait un peu trop épique, mais en tout cas, qu'est-ce que vous souhaitez porter et comment vous pensez que l'ESS peut porter des transitions dans la société? Peut-être pour revenir, Lila, tu as abordé la question de l'accès au RSA pour les jeunes. Il y a eu une loi ensuite qui a été déposée à l'Assemblée nationale pour couvrir la période de la jeunesse comme étant aussi une période, sous la période étudiante comme étant aussi une période qui doit donner lieu à une protection sociale. Mais plus largement que ça, toute la séquence que vous venez de vivre au CESE autour de la conférence citoyenne pour le climat, qu'est-ce qu'elle apporte comme réflexion en termes démocratiques aussi dans la société? Et vous, en tant que jeune engagé dans l'économie sociale et solidaire, et d'ailleurs présent au titre de la société civile organisée, puisque c'est de ça dont est composé le CESE, la société civile organisée, donc qui s'est organisée. Comment ça vous parle et finalement, qu'est-ce qu'apprend cette période et qu'est-ce que vous avez envie d'en tirer comme conclusion et donc de porter pour l'avenir? Ouais, je pense, et ça fait vraiment le fil de conducteur de notre discussion juste avant, mais que l'enjeu démocratique, qui est un des piliers évidemment de l'économie sociale et solidaire. Fabrice, tu parlais tout à l'heure effectivement des systèmes démocratiques et du système une personne, une voix dans les structures de l'économie sociale et solidaire qui permet à chacun, à toutes les parties prenantes d'avoir son mot à dire sur la gouvernance. C'est un des éléments central qu'a porté le groupe au sein du CESE ces 5 dernières années. On a quand même une analyse, une certitude, en tout cas, qu'il faut réinventer, en tout cas retisser des liens de confiance démocratiques entre les jeunes et les institutions, mais aussi en général la société civile et les institutions. Et le CESE en fait partie et est un des outils importants pour justement retisser ces liens. C'est pour ça que le groupe, depuis maintenant de nombreuses années, a beaucoup porté de propositions pour faire venir la participation citoyenne au sein du Conseil économique, social et environnemental. Comme tu le disais, effectivement, Marthe, le CESE s'est constitué d'organisations, de la société civile organisée. Et donc, tout notre travail a été de créer des cadres d'échange, d'écoute, de partage entre les structures de la société civile organisée qui sont représentées au CESE et des citoyens qui ont des choses à dire sur différentes thématiques. Et donc, on a porté ça de différentes manières, soit par des pétitions, comment aujourd'hui une institution comme le CESE prend en compte les pétitions citoyennes qui sont lancées sur les différentes plateformes que l'on peut connaître et se saisit de ces sujets qui sont mis en exergue pour réaliser des avis, des préconisations et porter des propositions au pouvoir public sur ces sujets. Mais c'est aussi comment on intègre directement les citoyens dans nos groupes de travail. Alors, on appelle ça des sections au CESE, mais en tout cas, comment ils sont intégrés aux réflexions sur les travaux du CESE. Ça a été le cas, par exemple, à deux temps forts
qui sont quand même assez intéressants. À la suite du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu au CESE un avis qui s'appelle Fracture et transition, que vous pourrez retrouver si vous souhaitez. En tout cas, c'était la première fois où on a intégré un groupe de citoyens dans l'ensemble des réflexions et des travaux du CESE pour porter des réponses collectives à une certaine crise, en tout cas à des revendications qui étaient portées par la société. Et donc, c'est vraiment comment on fait le pont entre les deux. Et sur les sujets jeunesse, il y a aussi un autre groupe de travail qui a été mis en place, qui s'appelle Génération Nouvelle, quelle promesse pour quel avenir. Ça, c'est si vous voulez retrouver, chercher un petit peu sur Internet. Mais en tout cas, c'était comment aussi, face à la crise sanitaire, c'était l'année dernière, il y a à peu près un an, comment on construit des perspectives pour la jeunesse. Et c'est justement à ce moment-là, ça fait aussi le point à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on a commencé à porter, à vraiment inscrire en tout cas dans les textes, l'accès des minima sociaux au moins de 25 ans au sein du CESE. Donc, il y a ces éléments-là. Et plus largement, évidemment, il y a la Convention citoyenne pour le climat où le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse a été fortement impliqué, a été fortement à l'initiative de cette convention sur différents volets. Évidemment, l'enjeu, encore une fois, de créer des cadres d'échange et de débat avec les citoyens sur des thématiques qui leur sont chères, et celle de l'environnement est particulièrement centrale aujourd'hui, particulièrement pour les jeunes. On sait à quel point c'est une préoccupation, des batailles et des propositions des jeunes qui sont faites. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de la participation citoyenne, on a aussi beaucoup porté le fait d'y intégrer des jeunes, encore une fois. Mais quand on parle de consultation citoyenne, pour certains, ça n'intègre pas forcément les jeunes, en tout cas de moins de 25 ans. Et donc, le groupe a porté pour qu'il y ait des jeunes dès 16 ans qui soient inclus dans cette convention citoyenne et dans les groupes de participation au sein du CESE. Et ça, je pense que c'est aussi vraiment important sur comment on donne des cas d'expression, d'écoute et de construction, co-construction. Encore une fois, on parle beaucoup de collectif, mais de co-construction dans les institutions dès le plus jeune âge pour avoir le sentiment et avoir des cadres pour être écoutés. Et je pense que c'est vraiment vraiment important. Et cette convention citoyenne, elle a débouché sur, vous le savez, de nombreuses propositions. C'est d'ailleurs d'actualité en ce moment puisque une loi est débattue à l'Assemblée sur ce sujet. Et je pense que c'est quand je disais que l'enjeu démocratique était un des enjeux centrales, je pense que cette loi est aussi révélatrice justement de l'enjeu d'écouter les citoyens, la société civile organisée quand ils ont des cadres de construction, de propositions. Puisque sinon, in fine, on leur donne la parole, mais leurs propositions ne se concrétisent pas. Et donc, en détricotant une promesse qu'on a pu faire, on risque d'alimenter la défiance qui existe déjà, alors que l'objectif initial était justement d'essayer de la résorber. Donc, il y a un vrai objectif à ce que, quand on donne la parole aux citoyens, aux organisations, à la société civile organisée, ça se traduise aussi en actes politiques derrière pour permettre justement d'avancer et que ces cadres d'engagement, ces cadres d'organisation soient un vrai cadre aussi d'apprentissage de la démocratie qui est essentiel dans la République, puisqu'on est aussi dans le cadre du projet de la République de l'ESS, mais je trouve que les organisations de jeunes sont un formidable outil pour apprendre justement comment s'organiser, comment débattre, aussi quelle est la place du vote, quelle est la place de l'expression. Le CESE en fait partie et c'est pour ça qu'on a porté aussi le renforcement de la place des jeunes dans cette institution. Malheureusement, c'est pas encore le cas, mais c'est des batailles qui restent à mener. Mais donc l'ESS est un formidable outil d'apprentissage en fait de ce qu'est la démocratie et on doit réussir à créer une démocratie augmentée, si j'ai envie de dire, pour permettre justement à la société civile, aux citoyens de se parler, de construire des positions et c'est ce qu'on a essayé de faire en tant que groupe. C'est des positions qu'on a essayé de porter en tant que groupe au sein du CESE et ça je pense que c'est particulièrement important pour demain. Encore une fois, j'essaie de rattacher à la thématique de ce soir et je vais faire court, mais c'est comment aussi les jeunes, parce qu'ils apprennent à travers des cadres d'organisation, on leur laisse une place dans la société pour prendre des responsabilités, pour s'investir et pour porter leur position. Et si on se projette en 2030, encore une fois, je pense que ça, on a quelques années devant nous pour y arriver, mais c'est des vrais enjeux d'apprentissage et de prise en compte qu'on a et qu'on doit renforcer pour répondre véritablement à cet enjeu démocratique qui est vraiment une pierre angulaire de l'économie sociale et solidaire. Voilà, désolée, peut-être été un petit peu longue.
Non, non, pas de souci. C'était assez intéressant et peut-être, j'avais peut-être pas prévu de faire ce lien-là au départ, mais faire le lien directement avec Fabrice là-dessus, parce qu'en fait, derrière l'enjeu démocratique, et d'ailleurs quand on met des citoyens qui n'y connaissent rien aux questions environnementales, aux questions climatiques, et qu'on leur dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'on s'organise, parce que là, il y a quand même un vrai sujet, on se rend compte que la question climatique et la question environnementale devient extrêmement importante et devient extrêmement structurante pour les politiques publiques. Et donc, à l'échelle locale, les CUMA, elles portent énormément les enjeux d'agroécologie qui sont évidemment aussi un peu en contre-pied avec l'agriculture extensive telle qu'on peut parfois la décrire, voire la décrier de temps en temps. Comment est-ce que ce sujet-là, il est porté aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à aborder cette question? Et est-ce que finalement la forme coopérative, elle n'est pas aussi une bonne façon de constituer, je ne vais pas dire des résistances, mais en tout cas des lieux d'expérimentation qui permettent de montrer que c'est possible de changer aussi son mode d'agriculture et que c'est possible de produire différemment à l'échelle locale. Fabrice. Oui, tout à fait. Pour revenir sur les jeunes et la façon démocratique, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui se sont installés sur la commune et puis qui sont à la CUMA, en fait. J'ai quand même l'impression qu'à travers nos coopératives, ils souhaiteraient que la coopérative reste de taille aussi modeste, quoi, et s'agrandisse pas trop, quoi. Ils aiment bien maîtriser les choses, avoir du poids dans les décisions. S'ils sentent que les choses vont leur échapper, j'ai pas l'impression qu'ils vont continuer à s'impliquer, quoi. Chez nous, c'est assez marquant, ça. Donc voilà. Après, pour revenir sur la question et en quoi la CUMA a pu servir d'appui au développement écologique. Alors, nous, on est sur un secteur en fait où c'est beaucoup d'élevage en fait sur l'exploitation, qui était basé beaucoup sur l'herbe, c'est-à-dire que c'est des animaux qui pâturaient beaucoup. Depuis les années 90, on a des systèmes comme ça. On n'avait pas beaucoup de systèmes intensifs déjà. Et en fait, les premières conversions bio dans le secteur sont arrivées dans les années 90. Dans les années 2000, pardon, je me trompe, dans les années 2000. Et on a quelques exploitations comme ça qui ont commencé à se convertir. Et de fil en aiguille, en fait, tous les ans ou tous les 2 ans, il y en a toujours une de plus qui s'est convertie en bio. Alors, c'est le fait de travailler avec son voisin, c'est le fait d'en parler avec son voisin à la CUMA, c'est le fait de voir que finalement, ça marche aussi de faire comme ça. Donc, voilà, de fil en aiguille, il y en a toujours un de plus qui se lançait dans la conversion. À tel point qu'aujourd'hui, on va dire sur le noyau dur de la CUMA, nous, on a peut-être 80% des exploitations qui sont en bio sur le secteur. Et je pense que demain, les 20% qui restent, il n'y a pas grand-chose pour qu'ils franchissent le pas, sachant que les 20% qui restent, c'est forcément les plus récalcitrants au départ. Et moi, quand je me suis installé il y a 10 ans, mais j'aurais jamais parié que ces gens-là, ils puissent franchir le pas un jour. Donc effectivement, je pense que l'impact collectif là-dessus, il est énorme. Même si, au départ, encore une fois, on n'a jamais dit que la CUMA, c'était ce lieu-là où on allait commencer à lancer des choses et c'est elle qui a être vecteur que tout le monde se lance en agriculture biologique. C'est pas du tout le but. Mais en fait, elle sert toujours d'appui à des choses comme ça, en fait. Le fait qu'il y en ait un ou deux qui se sont lancés sur un secteur, et on a plusieurs secteurs dans la région qui sont comme ça, on voit bien que ça fait un peu l'effet boule de neige. Et c'est pas, pour moi, c'est pas un hasard. Elle est forcément un acteur de ça. Donc voilà. Et alors, après, pour aller plus loin et pour répondre pour demain, un autre exemple, c'est vrai que nous, on est sur une commune où sur notre sol, il y a la nappe phréatique qui alimente toute la commune, toute la presqu'île de Saint-Nazaire-la-Baule, en fait. Et c'est vrai qu'on est tout début de la réflexion, mais aujourd'hui, on commence à réfléchir à comment faire évoluer un peu nos pratiques, en fait, pour essayer d'améliorer la qualité de l'eau pour tout ça. Donc, en fait, nos discussions aujourd'hui, même si au début, on s'est regroupé sur cette forme de coopérative pour du matériel, en fait, nos discussions aujourd'hui, elles vont bien au-delà du matériel, en fait, quoi. Et moi, je pense que les CUMA, elles ont un rôle à jouer là-dedans. Elles doivent aujourd'hui commencer à vraiment discuter de tout ça et de tous ces sujets importants et que ce soit bien dit, quoi. Parce que jusqu'ici, en fait, on en parle, c'était pas trop exprimé, quoi. Donc, on a des groupes qui sont structurés sur le territoire. On doit s'appuyer dessus, je pense, et construire des choses ensemble. Et on a il y a plein d'exemples comme ça, de toute façon.
C'est vrai qu'un des enjeux du réseau CUMA, pour parler plus large, c'est quand même d'avoir des groupes d'intérêt écologique aller sur une CUMA sur 2 ou sur 3 avant les années 2030. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel le réseau essaye d'appuyer pour que voilà, que les gens ils se structurent sur le territoire et puis ils avancent ensemble. Et j'ai quand même un peu une question sur en fait la première partie du propos que tu as dit sur le fait que je trouve en fait ultra intéressante sur la taille en fait des entreprises aussi et des espaces de travail où les jeunes se sentent aussi en mesure de s'exprimer. Tu disais que finalement il y avait un besoin de, je sais pas si c'est de conserver le pouvoir, mais en tout cas d'avoir un espace qui puisse à peu près contrôler dans son périmètre et que ça leur échappe pas complètement. Je crois que c'est un peu ça que tu disais pour pouvoir s'impliquer. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une analogie avec aussi tous les problèmes qu'on a dans notre pays de participation aux espaces de démocratiques, républicains et autres, où on a l'impression que tout ça nous échappe et qu'il y a des distances énormément qui est prise. Et est-ce que tu penses que des gens qui s'impliquent dans des CUMA, ils peuvent aussi peut-être changer aussi un peu d'avis sur ce rapport à la participation collective et au vote, à la participation démocratique, au respect des autres, etc. Est-ce que ça a un impact en fait au quotidien? Je pose une question un peu dans le pif, mais Non, c'est pas un plus. Mais en fait, déjà, au niveau du milieu agricole, on a plein d'exemples de coopératives qui ont été construites un peu comme ça au départ, que ce soit des coopératives laitières, par exemple, des coopératives, et en fait, qu'on pris une dimension telle qu'elles nous ont complètement échappé, en fait. Et en fait, ça, c'est un exemple que tout le monde a sous les yeux. Alors, on adhère tous à une coopérative, soit pour vendre notre lait, soit pour vendre nos animaux. Mais en fait, on maîtrise plus rien, quoi. Et ça, les gens, c'est du concret pour eux, quoi. Donc, ils ont vraiment pas envie que nos CUMA, elles deviennent ça, en fait, quoi. Et je pense que le fait de vivre cet exemple-là au concret, en fait, ça nous ramène nos réalités. Et d'avoir encore des CUMA qui sont de taille complètement humaine, en fait, et ben, les gens, ils sont attachés quand même, à une certaine mesure, à vouloir garder ça, quoi. C'est vrai que, donc voilà, oui. Non, mais ça ramène énormément le SS à sa dimension territoriale et ça, on dit souvent, là j'ai changé juste avant ce webinaire avec la COP des communs, qui dit que finalement l'économie sociale et solidaire, elle doit aussi se construire en archipel et pas que en conglomérat, c'est-à-dire qu'elle doit assumer le fait qu'elle est diverse et qu'elle doit trouver plusieurs points de balance comme ça dans les territoires pour pouvoir se construire. Je trouve que c'est vraiment un exemple de montrer comment le coopératisme à l'échelle locale est en mesure de se structurer et que finalement c'est par des fédérations, en se mettant ensemble, mais peut-être pas uniquement à l'échelle de la production, mais plus largement qu'on fait commun et qu'on fait mouvement ensemble, mais que la base de tout ça, c'est quand même le travail collectif à l'échelle locale, à taille humaine. Et que ça, c'est peut-être un truc qu'on oublie aussi un petit peu on dit tout le temps, le SS doit changer d'échelle, on doit se développer, on ne doit pas arrêter de créer des grosses structures et la réussite, elle est quand on a atteint des tailles critiques. Est-ce que finalement, c'est un peu un contre-exemple de ça que tu exprimes et qui est peut-être en fait la base la plus saine de la forme de coopération? Je sais pas. Après, il n'y a pas d'exemple type non plus, parce qu'on a aussi d'autres exemples dans d'autres sens, mais ouais, moi j'ai quand même l'impression que les gens ont vraiment envie que ça reste comme ça et de garder la maîtrise, en fait, quoi. Voilà. Tout à l'heure, il y en a qui ont parlé, alors je change peut-être un peu de sujet, mais il y en a qui ont parlé que voilà, il fallait laisser les jeunes un peu s'exprimer quand ils arrivaient dans un endroit. C'est vrai que nous, on a eu un peu cette difficulté-là, le fait d'avoir un changement de génération. Le monde agricole n'est pas toujours facile, hein, il a un peu ses codes et voilà. Et les jeunes, en fait, quand ils arrivent, c'est vrai qu'ils veulent bouleverser plein de choses et ils veulent faire plein de choses, en fait, quoi. Et c'est vrai que l'ancienne génération, par moment, nous, a eu du mal à les laisser faire et à les laisser entendre ce qu'ils avaient à dire, quoi. Et voilà, on a quelques clashs par rapport à ça qui sont assez forts. Mais je pense que c'est important d'avoir des lieux d'échange entre eux et qui prennent vraiment les choses en main eux-mêmes, quoi. Ça, je pense qu'il faut les laisser faire, quoi. Les générations d'avant, elles ont aussi fait des erreurs, hein. Je pense que les jeunes, ils feront aussi des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend, je pense. Donc, il faut les laisser s'exprimer entre eux. Merci beaucoup et ça reflète quelque chose qu'on dit souvent dans la République de l'ESS, c'est que l'ESS elle doit jamais distinguer la manière de faire et la manière de réfléchir.
Et je pense que là, on est un peu là-dessus, en fait, sur cette double expérimenter, faire, et puis aussi trouver des espaces de dialogue qui permettent de faire changer les comportements tout en étant dans des collectifs apprenants. Je crois que c'est comme ça qu'on a commencé cette agora, mais je pense que c'est vraiment une notion intéressante et qui ramène pas les jeunes à une notion d'élèves face à des gens plus âgés qui veulent les éduquer, mais plutôt comme un espace d'échange de pratiques et où il y a à la fois peut-être des fois de l'inexpérimentation, mais qui crée de l'innovation, mais aussi un besoin d'échange et de transmission qui ne doit pas être oublié et qui doit permettre de faire évoluer nos comportements, nos pratiques de production et autres. Pour prendre un peu de hauteur, en fait, c'est un peu de ça dont on parle. Je trouve ça super, je trouve ça vraiment passionnant, en fait, de repartir de ça en montrant comment les jeunes partent à la conquête de l'ESS sur des éléments extrêmement concrets et opérationnels. Peut-être pour avancer d'ailleurs là-dessus et repartir finalement des piliers en fait qui composent un peu l'économie sociale et solidaire. On dit souvent que l'ESS elle est composée de 3 piliers, l'utilité sociale, la démocratie et le partage de la valeur, partage de la richesse. C'est comme ça en tout cas qu'elle est définie au sein de la loi du 31 juillet 2014. Peut-être c'est une question que je vais adresser à Pauline et ensuite en fait à Claire de la même un peu façon, peut-être sur la notion plus associative côté Claire, avec une mise en perspective autour de notre société. Mais peut-être toi, côté Pauline, comment ces 3 piliers-là aujourd'hui, ils permettent d'aller en fait beaucoup plus loin et de porter un vrai projet de société, et notamment en repartant, je sais que le CJDES a produit une contribution pour le monde de demain à la suite du confinement. C'est d'ailleurs de là d'où est parti, alors pas de cette contribution, mais de cette émergence un peu des pensées du monde de demain, dès là où est parti le projet de la République de l'ESS, qui est issu d'une tribune que Jérôme Sadier, notre président, le président de ESS France, a signé le 4 mai dernier, disant que, en reprenant, en paraphrasant même le Conseil national de la résistance et ce qu'avait dit Claude Alfondéry, d'ailleurs j'ai vu qu'il était dans le chat, en disant pour que les jours d'après soient les jours heureux, finalement il faut repenser le projet politique de l'économie sociale et solidaire et aller plus loin que nos principes de fonctionnement et que nos piliers de fonctionnement. Mais finalement, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on a vraiment à dire? Alors le projet de République de l'ESS cherche à y répondre, mais en fait chacun et chacune a commencé à travailler à ça et finalement le CJDES en est arrivé à quelle conclusion? Vous avez lancé un club, je crois, pendant toute la période du confinement l'année dernière pour essayer de penser ça et voilà, quelles sont les analyses que vous avez pu en faire sortir? Merci pour cette question. L'analyse qu'on a fait ressortir, c'est que les 3 piliers dont tu parlais, Marthe, qui constituent l'économie sociale et solidaire, en fait, c'est aussi des clés de compréhension pour façonner le monde qu'on veut pour demain. C'est à notre sens, à partir de ces piliers-là, à partir de ces éléments, la limitation de la lucrativité, les questions de gouvernance partagée, d'utilité sociale, c'est à partir de ces enjeux-là qu'on peut réfléchir à quel monde on veut pour demain. Et donc, nous, le point de départ, finalement, c'est que quand les jeunes se saisissent de l'économie sociale et solidaire, la développent, ils changent le fonctionnement de la société in fine, ils la font progresser. Il y a beaucoup de bruit dans ma rue. Est-ce que ça va là? Vous m'entendez bien? Ça va, ouais. Parfait. Et donc, effectivement, on s'est saisi un peu de cette thématique-là du monde de demain. En réfléchissant à comment on peut donner à l'économie sociale et solidaire les moyens de ses ambitions, non pas simplement dans une optique de développer l'économie sociale et solidaire, mais bien en lien avec ce que je disais tout à l'heure, comment, in fine, ça permet de façonner la société et de changer le monde qui nous entoure. Et donc, on a écrit une contribution sur saisine du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Et à la suite de cette contribution-là, on a essayé de poursuivre un peu la réflexion au sein de ce qu'on a lancé, le Club du monde de demain, ce qui nous a permis de continuer à nourrir cette contribution, ces éléments de réflexion qu'on avait posés dans l'objectif que tout cela nous nourrisse en tant qu'individus engagés dans l'économie sociale et solidaire et dans le CJDES et que tout ça nourrisse le collectif du CJDES. Et donc, donner à l'économie sociale et solidaire les moyens de ses ambitions, ça veut dire plein de choses. On a essayé de synthétiser ça du mieux qu'on pouvait dans la contribution que vous pouvez retrouver sur le site internet du CJDES. Vous tapez contribution CJDES dans Google, c'est le premier lien, vous la trouvez comme ça, c'est très pratique. Et donc, on s'est
intéressé à beaucoup de thématiques. En premier lieu, la question de la sensibilisation à l'économie sociale et solidaire, notamment comment dans notre système éducatif on favorise l'enseignement de la diversité des modes d'entreprendre depuis le plus jeune âge jusqu'à l'université, notamment évidemment en favorisant la création de chaires, de laboratoires de recherche dédiés à l'économie sociale et solidaire. La question de la démocratie économique dont on s'est saisi également. Tout à l'heure, on parlait d'une initiative faite à la Massive et on se demandait un peu qu'est-ce que vous en pensez, etc. Au CJDES, toutes les initiatives qui permettent d'imaginer des processus de décision partagés, toutes ces expérimentations-là, je pense qu'elles sont bonnes à prendre. Elles permettent de faire évoluer le fonctionnement des entreprises. Alors, c'est d'autant plus crucial dans des entreprises classiques qui n'ont pas forcément amorcé de bascule vers un mode de gouvernance partagée. C'est d'autant plus important que dans ce type d'entreprise, au-delà des entreprises de l'ESS, qu'on ait ce type d'expérimentation qui voit le jour et qui permettent de l'intérieur des entreprises de changer un certain nombre de modes de fonctionnement. Alors, on parlait des territoires tout à l'heure, c'est bien évidemment un sujet qui a été important dans le cadre de notre contribution. Comment on peut favoriser plus de coopération entre les acteurs de l'ESS à l'échelle des territoires, mais aussi avec les collectivités territoriales, bien évidemment, qui ont leur rôle dans la construction, la co-construction de projets à l'échelle territoriale, comment on renforce notamment les pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE, qui sont des lieux très importants, des espaces très importants pour tisser des coopérations. Et in fine, et je crois que ce dernier élément fait tout à fait écho à la République de l'ESS et aux ambitions de ce projet-là. In fine, on disait au CJDES, il est fondamental de faire mouvement dans l'ESS, c'est-à-dire au-delà de nos différences de forme juridique, nos différences d'approche, etc., au-delà de ces différences-là, s'organiser pour faire mouvement, se concentrer aussi sur nos points communs dans l'économie sociale et solidaire, puisque si on veut transformer la société de demain, ça implique d'infléchir un certain nombre de politiques publiques pour parvenir à tout un tas d'objectifs, notamment ceux que j'ai cités juste avant. Et pour cela, ça passe par le fait de porter des positions communes les plus larges possibles. Et ça nous paraît tout à fait essentiel. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je pense, ça rebondit un peu sur la transition que je voulais faire avec Claire. C'est moi, j'avais trouvé très intéressant la prise de position de Philippe Jachan, le président du mouvement associatif au moment de la crise des Gilets jaunes, parce que pour décrédibiliser aussi cette crise, quoi qu'on en pense sur le fond, mais pour décrédibiliser cette crise, il y avait énormément il est beaucoup monté dans le débat d'opinion un rapport à l'individualité et à l'individualisation, disant que c'était finalement une mobilisation très individualiste qui refusait de mettre la main à la pâte sur la question de la pollution avec l'augmentation du coût de l'essence, etc. Enfin, moi, je me rappelle quand même qu'il y avait vraiment une stratégie d'expliquer que voilà, cette crise, elle reflétait la fracture qui pouvait exister et l'individualisme qui existait dans la société. Et que finalement, Philippe Jachan disait, mais c'est exactement l'inverse. La crise des Gilets jaunes, elle traduit un désir profond d'associationnisme. Je crois qu'il avait dit ça. Le mot désir étant assez fort, parce qu'il montre au contraire cette volonté à l'époque, il disait sur les ronds-points, les gens qui font commun, qui font mouvement ensemble pour aller porter des choses collectives, c'est quelque chose qui est important. Et alors qu'il y a énormément de débats dans notre société autour de la fracture, alors jeunes, vieux, femmes, hommes, couleur, pas couleur, enfin on voit quand même beaucoup une volonté en permanence d'opposer tout le monde, quand au contraire, je crois que surtout chez les jeunes, il y a un appel à faire commun et apporter au contraire une proposition plutôt universaliste de dire on est ensemble et on a des choses à porter dans la société, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre sexe. Est-ce que l'association et l'associativisme, l'associativisme, je ne sais même pas comment on dit, qui quand même est à l'origine aussi de la loi de 1905, autour de la laïcité, enfin, apporter un certain nombre de choses dans la société, comment aujourd'hui elle peut construire aussi un projet de société intéressant? Et qu'est-ce que vous avez pensé, résultat, de la loi qui est en train d'être discutée en parallèle de celle sur la Convention citoyenne pour le climat, autour des principes républicains? On a l'impression que justement, on va venir brider les associations
faut respecter les principes républicains et on comprend plus vraiment quelle est l'articulation entre principes républicains, intérêt général, association et donc aussi monde de demain. Voilà, pardon pour envoyer cette question un peu brute, mais à mon avis, elle est aussi très symptomatique de comment l'ESS peut porter un projet de société. Ok, alors sur la question de l'individualisme, peut-être pour commencer, il y a quand même beaucoup je pense qu'il y a un énorme malentendu sur ce que c'est l'individualisme. Beaucoup, alors on a tendance à dire que l'individualisme c'est de l'égoïsme, c'est le repli sur soi, alors qu'en fait c'est pas ça du tout. L'individualisme, au départ, quand même sociologiquement, c'est de l'émancipation. C'est de dire qu'à un moment, un individu existe en tant qu'individu et non pas seulement en tant que personne rattachée à sa communauté d'appartenance. Et en fait, l'individualisme, c'est l'émancipation de sa communauté d'appartenance, d'appartenance. C'est une forme d'opposition à du communautarisme, en fait. Et encore, c'est un peu réducteur ce que je dis. Donc, l'individualisme, en tout cas, moi, c'est ce que je défends, c'est ce que j'ai toujours défendu, c'est quelque chose qui est finalement qui va dans le sens de l'émancipation et pas dans le sens de l'isolement, du repli sur soi, de l'égoïsme. C'est la capacité en tant que personne de faire ses propres choix. C'est compliqué l'individualisme parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, on va s'émanciper de collectifs qui sont des collectifs hérités. On passe de liens forts à des liens faibles. Donc en gros, on s'émancipe de ces liens forts, ces liens familiaux, des liens religieux, ces liens qui sont un peu des liens voilà, avec lesquels on est né, au profit de liens faibles, de liens choisis, qui sont certes moins forts puisqu'ils sont faibles, hein, c'est dans le nom, mais qui sont beaucoup plus nombreux et qui du coup permettent à un individu d'avoir tout un tas d'identités et de se construire à travers tout un tas de liens différents. Alors je dis ça pourquoi? Pour y revenir aux gilets jaunes. Pour moi, la crise des gilets jaunes, et c'est un peu ce que dit Philippe et Roger Su d'ailleurs dans la tribune qu'ils ont coécrit ensemble, parce que c'est Roger Su qui a quand même beaucoup théorisé le concept de l'associationnisme. Moi non plus, j'arrive plus à parler ce soir, voilà. La crise des gilets jaunes, elle montre quoi? Elle montre, à mon avis, alors il y a plein de sujets autour de la précarité, mais elle montre, à mon avis, d'un point de vue un peu socio, à un moment le refus de certaines personnes d'accepter ce que les pouvoirs publics leur imposent en fait. Enfin, c'est aussi ça, c'est de dire que à un moment c'est trop en fait, c'est trop. Et là, je peux plus supporter ça. Et alors, ce que je veux, par contre, c'est retrouver du sens. Parce que si je retrouve du sens, je pourrai de nouveau m'épanouir. Et comment je fais pour trouver du sens? Je trouve du sens derrière une indignation. C'est ça les gilets jaunes au départ. Hein. Le rassemblement sur des ronds-points, c'est l'expression d'une indignation. Alors on peut critiquer plein de choses hein, dans ce mouvement-là, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de juste qu'on essaie de prendre un peu de la hauteur. Et c'est des gens qui n'étaient pas sortis de chez eux pendant des années. Rappelez-vous les articles du Monde, l'enquête de Florence Aubenas qui était passionnante, qui dit que voilà, c'est des mères isolées qui doivent gérer leurs 4 enfants et qui n'ont pas le temps d'avoir des activités, qui ont à peine le temps de lire un bouquin, qui ont à peine le temps de regarder une série. Enfin, donc c'est quand même ça le mouvement des Gilets jaunes. C'est des gens qui sont dans une situation de précarité extrême. C'est des gens à qui on a dit allez vivre en périphérie et acheter des voitures et puis ça ira très bien comme ça. Et qui à un moment se retrouvent face à des contradictions et qui voilà, qui n'ont pas forcément envie d'opposer la fin du monde et la fin du mois, mais qui quand même n'ont pas envie de se retrouver, d'être complètement laissés pour compte dans une réforme proposée par le gouvernement. Et du coup, cette indignation, elle crée quoi? Elle crée la volonté de se rassembler. Et c'est en se rassemblant que du coup, ils et elles vont recommencer à rêver. Et je trouve que c'est ça qui est hyper important, chose qu'ils n'avaient pas été possible depuis un certain temps pour un certain nombre de personnes. Et donc, elles vont recommencer à rêver, elles vont commencer à espérer autre chose et elles vont commencer à essayer de porter un nouveau modèle de société et donc d'être dans une logique de créer, construire plutôt que de subir. Et du coup, ça inverse complètement le mouvement. Et pour moi, c'est ça l'association aussi. Alors, l'association, ça reste un cadre juridique. Il y a plein de manières de faire association, mais le sens noble de l'association, c'est ça, c'est de se rassembler à plusieurs, à 2 minimum, hein, c'est ça le cadre, autour d'un projet, autour de valeurs, autour d'une cause, pour porter quelque chose qui nous tient à cœur et pour rêver à un modèle de société qui sera différent et vers lequel on veut tendre. Ah oui, allez, et donc pour finir, excuse-moi parce que du coup je m'emballe un peu, le projet de loi sur les principes républicains, du coup, peut-être pour finir, puisque tu m'interrogeais là-dessus, Marthe, c'est clair que ça crée une incompréhension qui est
qui est très très grande au sein du monde associatif et pas seulement, puisque c'est un projet de loi qui fait fi de la charte des engagements réciproques, qui est une charte quand même qui a été co-construite avec l'État et les associations et qui en gros du coup définit le cadre de partenariat entre les associations et l'État, qui impose un contrat d'engagement républicain. Attends, j'ai perdu le nom. Contrat. Oui, je crois que c'est ça, le contrat d'engagement républicain, et qui du coup plutôt que de reconnaître l'association comme un espace d'émancipation, un espace qui est porteur de réponses, un espace qui permet à des gens d'expérimenter, de trouver du sens, de s'épanouir, l'association est un peu présumée coupable, puisque l'association serait l'un des espaces qui pourrait créer des séparatismes. Et donc, du coup, l'État veut intervenir pour contrôler ça et pour vérifier que ce n'est pas ce qui est en train de se produire. Et donc, en fait, du coup, on est dans un retour en arrière qui est assez dingue, puisque le cadre de confiance qui avait été élaboré n'existe plus vraiment. Et du coup, ça interroge beaucoup sur la suite. Et justement, un peu sur… Pardon, j'ai dérivé totalement, mais reprends-le. C'était très intéressant, donc je ne t'ai pas du tout interrompu. Mais justement, résultat un peu sur la suite, c'est-à-dire comment l'association, elle porte aussi dans son fonctionnement intrinsèque et comment est-ce que les jeunes là-dedans, ça peut être aussi un outil pour être en mesure d'aller chercher le monde de demain. Qu'est-ce que finalement, enfin, tu participes aux instances du mouvement associatif en tant qu'AnimaFac, mais qu'est-ce que porte ce mouvement qui est quand même assez large, qui rassemble d'organisations de jeunesse jusqu'à des associations de santé, enfin des hôpitaux associatifs, voilà, il y a quand même une diversité assez dingue d'activités. Qu'est-ce qui est porté comme finalement comme projet de société qu'il peut y avoir derrière quand on parle de République de l'ESS? On peut pas faire sans les associations, mais qu'est-ce qu'elles veulent dire là-dedans? Alors, je peux parler au nom de tout le mouvement associatif parce que j'ai pas mandat pour ça, mais ce que je peux dire, c'est que le mouvement associatif, alors c'est vrai que c'est ce que tu dis, hein, on rassemble quand même très très largement. Il y a plein de structures différentes et d'ailleurs parfois des structures avec une grille de lecture qui est pas tout à fait la même. Donc, il s'agit de trouver des complémentarités aussi. Par contre, ce qui revient à chaque fois, et on est en train d'ailleurs de définir nos grandes orientations stratégiques, ce qui revient à chaque fois, c'est la question écologique, la question des territoires, la question du lien social et la question d'une économie, alors non, pardon, j'en ai oublié un, la question d'une économie respectueuse, etc. Enfin, la question de la non-lucrativité, excusez-moi, et enfin la question de la démocratie et d'une gouvernance partagée qui permet à toutes et tous de trouver sa place. Et en ça, en fait, on s'inscrit complètement dans ce qu'on vient de dire avant. C'est un homme, une voix, une femme, une voix. C'est des espaces où tout le monde peut trouver à dire et à exprimer. Donc voilà, donc c'est un peu les grandes orientations sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment, mais je t'en dirai plus une fois qu'on les aura finis parce qu'on est vraiment en train de bosser dessus là en ce moment même. Et peut-être pour finir, enfin je sais pas si j'anticipe la question que tu vas poser après, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête en tant que acteur de l'ESS, c'est que c'est pas parce que on porte plein de belles valeurs qu'on se les applique. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on garde en tête, c'est que si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on incarne les valeurs qu'on défend. Et ça, c'est pas toujours une évidence. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de porter au sein du mouvement associatif et au-delà. Mais je trouve qu'il faut qu'on garde ça en tête. Pour que ça marche, il faut qu'on soit exemplaire. Et pour qu'on soit exemplaire, il faut qu'on incarne les valeurs qu'on défend. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Je vous ai vu tous hocher de la tête sur ce propos-là. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir parmi vous? Pauline, Lila ou Fabrice? Non, moi c'est juste, j'ai hoché de la tête avec les derniers propos de Claire, pas que, parce que je trouvais ça globalement assez passionnant et en tout cas, je trouve que ces échanges vraiment apportent beaucoup de réflexion pour justement l'avenir et comment on construit des choses ensemble. Mais effectivement, je pense et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur la place des jeunes, mais comment justement les structures de l'ESS aussi sont exemplaires sur ces sujets et permettent à chacun de construire, de prendre la parole, d'avoir une place dans les instances. Et c'est pour ça que je hochais la tête quand Claire parlait d'exemplarité, puisque c'est un des sujets qui a beaucoup porté le groupe
au sein du CESE ces dernières années, avec tout un tas de structures et notamment beaucoup d'associations. Donc, je pense que en tout cas, cette phrase est assez révélatrice aussi des propositions que portent différentes organisations, notamment de jeunes, mais pas que, dans le débat actuel et dans tous les débats autour de la société de demain, du monde de demain et de comment on peut construire des horizons communs, justement, qui permettent d'impliquer toutes celles et ceux qui veulent avoir voix au chapitre. Alors, il y a dans les questions qui me sont remontées, auxquelles a priori que vous ne voyez pas et que je suis la seule à voir. Alors, pardon si j'en oublie, mais j'espère que je vais pas trop en oublier. Je voudrais vous en identifier quelques-unes. Alors, il y a une remarque que je trouve assez pertinente qui dit que finalement, les jeunes de 16 à 30 ans sont souvent ceux qui s'engagent le plus et aussi dans la clandestinité, et qui citent comme ça pas mal de résistants, Lucie Aubrac, Daniel Cordier, on pourra en citer plein, Jean Moulin, etc. Je pense que c'est quand même assez intéressant aussi la capacité à faire société et à faire société à résister aussi dans une société et à apporter un idéal de société. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est très caractéristique aussi de l'engagement des jeunes de manière assez globale dans l'histoire que l'on a pu avoir. Deuxième petite question qui vous est pour le coup adressée de manière assez ouverte. Alors, je vais la reformuler parce que posée comme ça, elle n'est pas très intelligible, mais bon, en tout cas, elle est peut-être un peu provocatrice. Que pensez-vous globalement de la place de l'entrepreneuriat social dans l'économie sociale et solidaire et notamment, je pense à la fois dans son défaut qu'elle peut avoir autour de la start-up qui a du mal à avoir de la durabilité, mais aussi dans tous ses avantages qu'elle peut avoir. Donc, je me permets de reformuler, c'est pas exactement comme ça que la question est posée, mais dans tous les avantages qu'elle peut avoir aussi d'apport d'innovation, de nouveauté et aussi d'espace d'engagement, où justement on dépasse un peu ce côté où l'ESS peut être très lente. Dans les grandes entreprises de l'ESS, c'est très lent de changer les choses. Parfois, l'entrepreneuriat social, c'est aussi une façon très concrète, très tout de suite, d'organiser du changement. Comment est-ce que vous voyez ça et comment est-ce que vous voyez ce mouvement-là des entrepreneurs sociaux dans l'économie sociale et solidaire? Moi, j'ai donné mon avis. Qui n'est pas mon avis d'ailleurs, j'ai posé une question plutôt. Qui veut répondre? Je ne veux pas vous faire un tour de table. Hein, je peux me lancer et puis ça ouvrira la discussion. Moi, je pense que ça peut être un véritable outil justement pour des jeunes de mettre en œuvre leurs projets, de les concrétiser assez rapidement, de tester, d'innover et du coup mettre en place des innovations qu'ils ont pu réfléchir, des idées concrètement dans les territoires. On voit bien sur les enjeux d'entrepreneurs sociaux qu'il y a beaucoup d'enjeux aussi d'installation dans les territoires, de réponse en proximité. Et donc, il y a, à mon avis, ça peut être une opportunité pour des jeunes pour réaliser des projets et pour aussi avoir des cadres de participation et d'expression. Et donc, évidemment, il y a un enjeu à ce que tous ces cadres-là permettent de porter des valeurs qui sont fortes et de les affirmer. Mais de prime abord, je pense tout de même que c'est un cadre qui est intéressant puisqu'on parle des jeunes pour développer des expériences, des projets et pour aussi se faire une place dans ces milieux-là, dans les territoires et dans les thématiques sur lesquelles il est parfois difficile d'avoir des cadres de construction et d'expression. Donc, voilà, rapidement un avis. D'autres veulent intervenir? Oui, merci. Déjà, le phénomène du développement de l'entrepreneuriat social, c'est certain que ces dernières années, il y a quand même un boom assez fort. C'est indéniable. Ceci dit, des formes d'entrepreneuriat social, tout ça ne date pas d'hier et dès les débuts de l'économie sociale et solidaire, ces modes-là d'entreprendre existaient déjà. On avait déjà parfois des formes de tensions qui pouvaient émerger entre les tenants d'une tradition plus classique de l'économie sociale et solidaire, des coopératives, etc., vis-à-vis de nouvelles formes d'économie sociale et solidaire. Moi, ce que je
pense, c'est que la priorité en ce moment n'est pas de chercher ce qui nous sépare, mais plutôt ce qui nous rassemble. C'est ça qui me semble le plus important actuellement. Cependant, pas à n'importe quel prix, évidemment. Ça me paraît important. Et le problème, c'est que quand on parle d'entrepreneuriat social, ça peut être un terme qui va regrouper des réalités extrêmement différentes. Et là où on a des structures qui vraiment vont du coup se réclamer de l'entrepreneuriat social et au-delà de s'en réclamer, mettre des initiatives extrêmement intéressantes dans le cadre de leur structure, notamment en termes de démocratie économique, etc., où vraiment on sent qu'il y a un ancrage dans les principes de l'économie sociale et solidaire extrêmement fort. Ça va pas être le cas de l'intégralité des personnes qui se réclament de l'entrepreneuriat social. Donc, concentrons-nous sur ce qui nous rassemble et non pas ce qui nous divise. Sortons un petit peu des guerres de chapelle, mais ne perdons pas de vue que parfois, ça peut arriver que certains acteurs, mine de rien, rentrent dans des formes de greenwashing, de social washing. Donc, ne soyons pas naïfs, mais cependant, ne soyons pas repliés sur nous-mêmes quand on parle de faire mouvement dans l'économie sociale et solidaire pour influer sur la société de manière générale. C'est une responsabilité forte et qui appelle au fait de sortir un petit peu des guéguerres de chapelle. Et quand on voit déjà les différences qui existent d'approche entre je sais pas, le secteur mutualiste, les associations, les coopératives. On a aussi sur tout un tas, dans les entreprises un peu plus classiques de l'économie sociale et solidaire, on peut avoir aussi des différences d'approche extrêmement fortes et qui posent question, notamment quand Claire parlait tout à l'heure d'être exemplaire. Je pense pas que toutes les organisations entre guillemets classiques de l'économie sociale et solidaire le soient aussi dans leurs pratiques et dans leurs approches. Donc en tout cas, sur cette question-là, c'est important d'avoir un maximum de nuances. Je l'ai pas toujours eu personnellement, et je pense qu'on en a vraiment besoin en ce moment. Merci Pauline. Je te vois Claire que tu voulais réagir. Vas-y. Oui, en fait, je pense que ce que Pauline vient de conclure, c'est très bien. Il faut avoir beaucoup de nuances par rapport à ce sujet. Après, je pense qu'il faut quand même qu'on rappelle une chose, c'est que l'ESS, il y a quand même une dimension collective très forte, hein, quelle que soit la forme, que ce soit la forme mutualiste, coopérative, pardon, ou la forme associative. C'est pas forcément le cas de l'entrepreneuriat social. Et moi, je trouve que il faut quand même que cette dimension collective, elle reste. On a commencé en parlant de collectif. Il faut qu'on finisse en parlant de collectif. Et c'est ce que disait Fabrice. Je trouve que ce que tu disais, Fabrice, sur le ensemble, on va plus, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Du coup, je trouve qu'il faut faire attention parce que parfois, la tentation de l'entrepreneuriat social, c'est d'aller beaucoup plus vite parce que on est moins nombreux et que c'est sûr que quand on est tout seul, c'est plus rapide, hein, donc on n'a que nous à convaincre. Alors que dans nos structures, on est des collectifs et les collectifs, ça implique de faire des compromis, de trouver des réponses qui peuvent satisfaire au plus grand nombre. Et donc, ça prend plus de temps, mais par contre, les bases sont peut-être plus solides. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'il ne faut pas nier quand même. Il faut qu'on se rappelle que la dimension collective au sein de l'ESS, elle est fondamentale et l'entrepreneuriat social ne répond pas toujours à ça. Pas toujours. Ça ne veut pas dire jamais. Ouais, moi, je sais pas si j'avais bien compris la question, parce que moi, j'avais un peu l'impression qu'on était un peu des entrepreneurs sociaux en étant agriculteurs en Cuba, en fait. Donc oui. voilà, et par rapport aux innovations, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène quand même que malgré les disparités qu'on a, par exemple, entre les exploitations, parce qu'on a des exploitations, ça va de tout, hein, de la personne qui peut avoir jusqu'à 2 hectares à la personne qui a 200 hectares pratiquement. Et ça permet quand même, justement, à ceux qui ont des toutes petites surfaces de bénéficier aussi de choses qu'ils ne pourraient pas avoir si on n'était pas ensemble, quoi. Donc, moi, si j'ai bien compris la question, encore une fois, voilà, on peut aussi trouver un intérêt à ça. Elle est compliquée cette question parce que le vocabulaire et d'ailleurs je voulais exactement rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le vocabulaire de l'entrepreneuriat social désigne beaucoup de choses en fait différentes et c'est vrai que entreprendre socialement ou solidairement, ça peut désigner en fait, je pense, l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire.
Quand on parle d'entrepreneuriat social aujourd'hui, on parle en fait plus des sociétés commerciales de l'économie sociale et solidaire qui ont pu intégrer l'ESS en transformant leur société commerciale par une reconnaissance au sein du tribunal de commerce en tant que ESS, et donc qui ne sont pas sous un format coopérative, associative, mutualiste ou fondation, mais sous un format de société classique. Bon, c'est de ça un peu dont on parle, mais je pense que ce que vous dites tous est très juste. C'est-à-dire que on a besoin d'être ensemble, tout en étant, on entreprend tous des choses, et je pense que parfois il faut peut-être revenir à l'étymologie des mots pour se comprendre et faire commun. Donc ça c'est chouette. Peut-être pour passer, alors on a une dizaine de réponses sur mon questionnaire. Pas toutes les personnes qui ont participé à cette agora l'ont fait, mais par contre, je crois une grande partie des jeunes, puisque la majorité des répondants ont moins de 32 ans. Enfin, la majorité, c'est qu'il y a une seule personne qui en a plus. Donc, on a quand même une dizaine de répondants de moins de 35 ans, ce qui est assez chouette. Je vais vous partager les résultats. Bon, vous avez vu, ça va être un peu de participation, mais j'aimerais bien faire réagir les intervenants sur plusieurs éléments. Donc, êtes-vous engagé dans une structure de l'ESS? La majorité l'est, quelques personnes ne le sont pas. L'ESS laisse-t-elle suffisamment de place aux jeunes? Alors là, très clairement, tout le monde a des réponses différentes. Je pense que c'est un besoin de développer plus qu'un désaccord. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il y en a qui disent oui et non. Il y en a qui disent ça dépend. Donc, je pense que c'est difficile de répondre à cette question de manière très cartésienne, à mon avis. On se rend compte dans les anecdotes, ce que j'avais demandé à ce que chacun puisse partager une anecdote sur ce que l'ASS a apporté ou comment vous l'avez rencontré, un peu comme un concept qu'on découvre aussi. Alors, on voit qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui ont répondu, qui ont vu ça à travers l'université ou l'école, enfin au lycée principalement. C'est intéressant parce que ça reflète quand même un gros travail que font les acteurs de l'ESS aujourd'hui sur ce qu'on appelle la sensibilisation à l'ESS. Et on a par exemple porté dans la loi qui est actuellement discutée à l'Assemblée nationale côté ESS France le fait d'intégrer l'économie sociale et solidaire dans le concept de développement durable qui maintenant est un des concepts socles de l'éducation primaire, collège, lycée, et que ce soit vraiment quelque chose qui soit porté, qui soit pas uniquement de l'initiative de certains enseignants, même si c'est déjà top. Et en mars, il y a la semaine dernière exactement, c'était la semaine de l'ESS, enfin, c'était la semaine de l'ESS à l'école, donc avec énormément d'interventions, d'implications des acteurs de l'ESS au sein de l'enseignement scolaire et universitaire. Donc, ça montre que ça fonctionne quand même. On voit qu'il y a des gens qui ont rencontré l'ESS via la consommation, commerce équitable, en se posant supermarché coopératif, en se posant d'autres questions. C'est aussi intéressant de revoir le lien que ça peut avoir. D'autres en lien avec l'aménagement et la redynamisation des territoires, donc je suppose sur des réflexions de dynamique territoriale. Et puis, on voit aussi la présence de l'ESS à travers son travail de formation, d'éducation populaire, que ce soit à travers les universités du CJDES qui ont été lancées et qui ont relayé ce webinaire, ou à travers une implication un peu historique dans les mouvements d'EduPop qui sont extrêmement liés aux enjeux de l'ESS. Comment l'ESS peut-elle permettre de répondre aux attentes des jeunes? En leur laissant de la place, en laissant les jeunes parler. Je crois que c'est apporter des méthodes, leur façon de faire. Je crois que c'est vraiment la notion de l'écoute des jeunes est super importante en fait dans le questionnaire, en faisant de l'ESS une opportunité, en leur permettant de faire et pas juste en leur disant de faire. Je pense que tout ça, c'est ce qui ressort un petit peu. Trois autres questions qu'on avait posées. Si vous deviez apporter une proposition pour le ou la future présidente de la République, ce serait un ministre de l'ESS. Alors ça, c'est très clair. C'est vrai qu'on progresse. On a eu secrétariat d'État, on a eu un ministre à certaines époques, mais ça fait quelques années. On a du mal à avoir plus qu'un secrétaire d'État aujourd'hui. C'est important d'avoir une représentation gouvernementale pour la capacité à porter des propositions et apporter des projets aussi qui soient plus importants. Développer les dispositifs à l'école, associer les acteurs de l'EduPop aux différents projets et favoriser l'accompagnement collectif par le mentorat, sortir d'une logique pure financière et rentrer dans ce que Claude Alfondéry a appelé
rentrer dans l'appel de Claude Alfondéry pour reprendre les principes du programme national du Conseil national de la résistance pour l'économie sociale et solidaire. Pardon, je résume un peu, mais voilà, prendre en compte la santé mentale des jeunes, et ça c'est vraiment un gros sujet dans la période qu'on traverse. Moins de blabla, plus d'action. Voilà, on voit qu'il y a un vrai besoin, qu'il y ait des décisions, qu'on avance, qu'on puisse avancer concrètement pour l'ESS. Autre chose à dire, alors merci à la personne qui a marqué qui fait ESS France, je suis très contente. Il y a pas mal de gens qui sont issus des mouvements de jeunesse, notamment du MRGC, donc bien penser aussi à pas laisser les jeunes de côté quand on parle de l'ESS et des gens qui sont dans les territoires ruraux. Sachez qu'avec la VISE, ESS France a mené une étude qui s'appelle Tresson sur la place de l'ESS dans les territoires ruraux et qui permet un peu de donner des chiffres sur l'état de l'implantation. On se rend compte que l'ESS elle est surreprésentée dans les territoires ruraux, comme par hasard, les lieux où il y a plus de transport, c'est plus difficile d'avoir des activités lucratives. On le voit beaucoup, par exemple, dans l'aide à domicile, dans le secteur de l'aide à la personne, etc. C'est principalement des acteurs de l'ESS qui sont dans ces territoires-là. Pareil dans les territoires fragiles, quartiers politiques de la ville. Donc, c'est extrêmement important. Le SSL porte des outils de lien et de mise. Et je pense, c'est ce que disait vachement bien, beaucoup mieux que moi, Fabrice, par ailleurs. C'est-à-dire, les gens sont très isolés. Donc, avoir des espaces d'échange, de travail, de partage, c'est aussi extrêmement important dans la vie quotidienne. Et puis, bravo pour ce webinaire. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez réagir et peut-être, alors dans le chat, on m'envoie plein de ressources, de livres qu'il faudra que je partage et de références. L'utopie d'aujourd'hui et la vérité de demain, comme dirait Victor Hugo. Donc, c'est assez inspirant. Peut-être pour conclure ce webinaire et être à l'heure pour écouter les annonces qui vont suivre dans notre pays. Peut-être vous laisser réagir un peu sur ces éléments-là et vous demander de conclure en quelques mots sur, en fait, on a pris la version positive de ce qui avait été dit dans le débat public qui disait que c'était dur d'avoir 20 ans en 2020. Je pense que c'est très vrai. Donc, on a essayé de porter un peu le truc en disant, avoir 30 ans en 2030, ça doit être différent. Et comment ça sera? J'espère que la réponse, c'est ça doit être différent. Mais finalement, qu'est-ce que c'est en fait avoir 30 ans en 2030 et comment est-ce que avoir 30 ans en 2030, c'est synonyme d'avoir une république plus sociale et solidaire? Vous avez 3 mots, 2 minutes pour répondre à cette question. D'habitude, on dit que vous avez 3 heures, mais là, c'est pas du tout le cas. Qui veut commencer à répondre à ça? En une phrase, c'est pour conclure. Allez, il y en a un qui se lance, je ne vais pas désigner. Alors, je pense qu'avoir 30 ans en 2030 sera toujours mieux qu'avoir 20 ans en 2020 parce que les bars seront ouverts, les cinémas aussi, les salles de sport aussi, on pourra partir en vacances. Non, mais mis à part ça, la crise, elle révèle quand même quelque chose que je trouve qu'elle révèle quand même des besoins de solidarité qui sont hyper forts, une volonté d'engagement qui est quand même hyper importante. Alors, je veux pas être dans un truc un peu angélique, mais il faut qu'on voit aussi le côté positif de ça et ça montre qu'on n'est pas du tout une société repliée sur nous-mêmes et que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui sont pas des jeunes repliés sur eux-mêmes, bien au contraire, ils ont envie de contribuer, d'apporter, de donner du sens aussi. Et donc, du coup, les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui auront 30 ans demain, enfin dans 10 ans. Et donc, on peut espérer que ce qu'ils ont appris, ce qu'ils apprennent maintenant, ça continuera à les porter. Enfin, on voit bien autour de la table, on n'a pas 20 ans, personne d'entre nous n'a 20 ans, qu'on se le dise. Et pourtant, on était déjà très engagés quand on avait 20 ans. Et quelques années plus tard, on l'est toujours parce que ça reste en fait, que c'est des moments qui sont décisifs et quand on a, c'est des moments où on acquiert plein de valeurs, plein de convictions aussi, et ça reste des années plus tard. Et donc moi, je suis assez optimiste pour ça parce que je trouve que voilà, on est face à des jeunes qui ont envie de s'engager, qui ont envie de proposer des réponses concrètes, et donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Merci Claire. Allez, quelqu'un d'autre? Oui, c'est pas moi. Je peux... Très rapidement, mais moi je voulais effectivement aussi finir. Vas-y Fabrice, et Lila après. Non, mais c'est pas grave. Elle a un petit décalage, je crois. Ah oui. Non, c'est vrai que la période n'est pas facile pour les jeunes. Peut-être que le manque de lien social en ce moment va en redonner pour plus tard. Hein. Ça va peut-être être dans le positif quand on va sortir de cette crise. Pour parler plus de l'agriculture, que moi c'est la partie
partie que je connais forcément un peu plus. Je pense que voilà, mettre nos groupes d'agriculteurs en réflexion collective, et ben, c'est être acteur de l'évolution de l'agriculture de demain, moi je pense. Donc voilà. Et voilà, une république à l'image de notre agriculture de groupe, avec un fort sentiment collectif d'entraide et de dialogue. Et puis, bah voilà, l'individualisme, peut-être que c'est un temps passé. On verra. République collective et de groupe. Moi, je retiens. Top. Lila, vas-y, vu que tu avais pris la parole. Alors, j'espère que vous m'entendez bien et pas en décalé. Je suis désolée si je t'ai coupé, Fabrice. C'était pas mon intention. Non, je voulais juste effectivement finir comme Claire un peu sur une note positive et remercier les contributeurs à ce questionnaire puisque je trouve que c'est assez révélateur de nos discussions, de nos débats et aussi d'optimisme pour l'avenir puisqu'on voit que tous ces jeunes aujourd'hui qui sont engagés ont envie de construire des choses justement pour faire en sorte que le monde de demain soit plus solidaire, soit plus humain, soit économiquement plus social et qui prenne en compte les enjeux environnementaux. Donc on voit tous ces enjeux que les jeunes portent et donc je pense que il faut, c'est aussi la responsabilité des jeunes, mais de l'ensemble de la société de faire en sorte que ces envies, ces désirs, ça a été dit, que ces utopies puissent devenir une réalité dans les 10 prochaines années. La crise sert de révélateur. Servons-nous-en pour construire justement et pour faire en sorte que les ambitions deviennent, toutes les ambitions qui sont exprimées aujourd'hui, deviennent des réalités. Et l'ESS est un formidable outil pour ça. Et donc, je pense qu'en tout cas, ce webinaire a été passionnant et hyper riche et ça donne beaucoup d'idées pour construire la suite justement collectivement avec toutes ces personnes motivées, pleines d'idées pour construire un monde un peu plus désirable à l'aune d'annonces qui s'annoncent un peu moins sympathiques. C'est sûr que c'est pas ce soir qu'on va découvrir le futur désirable, à mon avis. Pauline, la parole est à toi. Non, mais c'est pas facile de répondre à ces questions. Je crois que la période que l'on vit évidemment, elle est difficile et c'est pas tous les jours facile de rester optimiste par rapport à l'horizon, par exemple 2030, en disant comment les choses vont se passer. Au CJDES, on essaye d'être optimiste et justement que ce soit cela qui nous anime dans nos activités d'échange, de réseau et que ce soit ça qui nous porte. Moi, ce dont je suis en tout cas à peu près sûre, c'est qu'en 2030, il y aura encore plus de jeunes qu'aujourd'hui qui auront envie de s'investir dans l'économie sociale et solidaire, que ce soit en tant que bénévole ou en tant que professionnel. On le voit rien qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui s'engagent au quotidien, bien loin des clichés, qui ont envie d'avoir un impact sur le monde qui l'entoure dans des engagements bénévoles, mais aussi dans leur choix professionnel, où de plus en plus les jeunes ont envie que ce qui occupe une partie énorme de leur temps, c'est-à-dire le travail, et bien tout ça ait un sens et participe à faire avancer les communs, etc. Et donc je suis assez optimiste là-dessus. Par contre, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que tout ça soit favorisé aussi par les pouvoirs publics. Et ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure, améliorer la sensibilisation, l'éducation à l'économie sociale et solidaire. En tout cas, j'espère que tout ça va continuer de prendre de l'ampleur et qu'on ait vraiment un système éducatif qui soit pleinement inclusif à ce niveau-là et qui permette de favoriser l'apprentissage des modes d'entreprendre solidaires et sociaux et que pour in fine participer vraiment d'une république sociale, solidaire, qui porte en elle des transitions écologiques, sociales, etc. Eh ben, c'est sur ces mots, moi aussi je suis une optimiste. Il y a des gens qui sont très pessimistes, mais c'est pas mon cas. En tout cas, c'est sur ces mots plein de bonnes choses que je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. On continue à en faire régulièrement. Vous avez vu toutes les 2, 3 semaines, un mois.
on prend un sujet, on le porte. Il y aura un webinaire organisé en partenariat avec Social Economy Europe qui est, il me semble, demain. N'hésitez pas à suivre le fil Twitter de SS France dans lequel vous retrouvez toutes les actualités. Et dans la suite des travaux qu'on a lancés avec la collection Les Petits Matins, vous pourrez trouver un webinaire avec Thierry Jantet sur les réalisations de l'ESS et l'ESS comme la clé des possibles. Donc, on continue avec Alter Eco à travailler sur ça. On a fait un webinaire avec Thierry Jantet et Timothée Duverger sur des utopies aux réalisations, changer de cap avec l'ESS et on continue. Voilà, en tout cas, merci à vous. Moi, ça m'a fait énormément de bien d'avoir 4 jeunes de l'ESS brillants comme vous qui avez participé à cette agora. Et on continue et résultat, l'ESS appartient à tout le monde et ça se voit ce soir. Et donc, continuons à conquérir cette économie pour en faire un outil d'émancipation pour tout le monde et pour qu'en 2030, on boive des bières. Je crois que c'était la conclusion de Claire. Je suis assez d'accord. Allez, bonne soirée. Salut, merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir.